On les a matés, techniquement, mis en déroute. Et c'est cela qui a fait que Diog Benoît a dit, juste après ça, nous ferons la politique par la ruse et la rage. C'est ça. Parce qu'ils sont incompétents, incapables de faire un débat de principe, un débat technique. Sur tous les débats techniques, je ne veux pas manquer de modestie, je vais les battre. Sur tout débat technique. Ils n'ont pas d'éléments parmi eux. Et c'est lorsqu'ils ont échoué la deuxième fois, qu'ils ont parlé, s'il vous plaît, de ruse et de rage, qu'ils ont introduit maintenant les réformes politiques. Vous savez, il y a une chronologie. Ils ont introduit les réformes politiques. Et ces réformes politiques, c'est quoi? C'est pour sanctionner, punir et exclure tout ce qui peut faire entorse à la révision. Donc c'est des dictateurs, c'est des gens incapables de la démocratie, de faire fonctionner, de fonctionner dans un pluralisme. C'est des gens anti-peuple. Puisqu'ils ont échoué 2 fois avec le BMP, en avril 2017, en juillet 2018, et il a fallu quoi? Nous étions en juillet 2018, ils ont échoué. Ils ont parlé de ruse et de rage. Mais quelle était leur ruse et de rage? C'est d'introduire 2 lois. La loi portant charte des partis politiques et la loi portant code électoral. Dans la loi portant charte des partis politiques, ils ont mis des obstacles infranchissables. Vous vous souvenez? Moi, il y avait le représentant du parti au Parlement. Nous avons, techniquement, nous les avons déstabilisés. Ils ne peuvent pas, avec l'article 56. Et à l'application du code, c'est-à-dire de la charte sur la nouvelle charte sur les partis politiques, ils ne peuvent pas appliquer la charte. Aucun d'eux n'était capable, ni UP ni BN n'était capable de le faire. Donc ils étaient KO debout. Et comme ils sont KO debout, ils ont inventé une tricherie grandeur nature, un coup d'État qu'ils appellent certificat de conformité. C'est ça la question. Et ce certificat de conformité, couplé avec le code électoral, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à l'exclusion. L'exclusion punitive, c'était des codes punitifs, c'était des lois punitives. Je l'ai dit à Patrice Talon le 25 février quand on était avec la coalition de l'opposition, devant lui, je lui ai dit, mais vous faites des réformes pour punir. Il était incapable même de lire ce qu'il a écrit, ce qui est même dans la loi, qu'il a promulgué. Il est incapable, il ne connaissait même pas les articles. Je lui ai dit, mais écoutez, c'est tel article, article 16, article 59, ici. Et un autre député, à côté de moi, lui dit, mais lisez. Si vous voyez ce que vous êtes en train de lire là-dedans, moi je me lève, il n'a pas été capable de lire. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, si moi j'étais à votre place, regardez, écoutez Talon, si moi j'étais à votre place et que je vais aller aux élections, de cette nuit, je vais tenir des congrès, je sais comment il va faire. Il nous demande d'aller tenir congrès la nuit. Nous sommes le 25 février, la clôture des dossiers au 26 février. Nous étions dans son bureau jusqu'à 19h, 20h. Ce monsieur nous dit d'aller faire congrès la nuit et de lui amener les papiers. Mais c'est quoi ça? Donc il est incapable. Il a échoué sur toute la ligne. Mais ceux qui n'ont pas cru et qui ont manifesté même des divergences, pas même des oppositions. Prenez Maître Adrien Mungbeji avec son PAD. Ce n'était pas une opposition. Nous étions une opposition. Mais Mungbeji, le PAD n'était pas une opposition, c'était simplement une divergence. Vous savez quelles étaient les difficultés du PAD, madame? Vous savez quand est-ce que le PAD a eu son récépissé? Fouillez. Vous allez voir 26 février. 26 février, c'était quelle date? C'est le jour de clôture du dépôt des dossiers. Écoutez, malgré ça, vous vous souvenez des fautes mineures, des fautes majeures, des pièges avec, comment on appelle là, Chaka Yadji, le Moël Bénin, et puis le PAD, des candidats qui se sont retrouvés à chevaucher, et puis faute majeure, paf, Tiando dit sortez du jeu, faute mineure, restez dans le jeu. C'est quelle connerie ça? Même Claudine Prudencio, qui a fait tout. Claudine Prudencio, ce n'était pas une opposition à Patrice Talon, c'était une divergence. Mais vous, aujourd'hui, vous avez refusé de faire de l'opposition, vous êtes dans la résistance, c'est comme si vous faites la politique de la chaise vide. Est-ce que c'est la solution? J'ai un plaisir à écouter vos questions parce que, vous savez, lorsque Talon a fait ça, pour exclure les gens, il a abouti à quoi? Il a abouti à un parlement monocolore. 100% est appuyé par Patrice Talon. Et comme de l'ironie et du faux, de la fraude, de la triche, 2 partis politiques instigés par lui vont au Parlement et partagent les 83 sièges sur 83 sièges. Où ça? Dans ce pays? Moi, j'ai été à la conférence nationale. J'ai été à la conférence nationale. Et la conférence nationale n'est pas une option facultative. C'est une option principale. Personne ne peut dire que la conférence nationale est une option facultative. Non, 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 non. C'est contraignant la conférence nationale. Je n'accepte ça. Et à partir de là, je n'ai plus une option oppositionnelle. Je ne suis plus opposant. Je suis résistant. Pourquoi je suis résistant, madame? La révision de 2019 a été possible parce qu'on a chassé la contradiction et la divergence du Parlement. En chassant la contradiction et la divergence du Parlement, on a un Parlement monocolore. On n'a plus le peuple pluriel au sein du Parlement. On a un Parlement partial, 100% partial. On n'a plus le peuple. Cette révision n'est pas légitime. Vous savez, madame, qu'un pouvoir, une autorité, c'est 2 sources. L'autorité doit être légitime, le pouvoir doit être légal. La légalité doit s'appuyer sur la légitimité, sinon elle est une illégalité. Mais comme elle s'impose comme légalité, elle est du despotisme, de la dictature, elle est de pouvoir personnel. Donc, Patrice Talon a fait quoi? Quand il a chassé tout le monde, il révise la Constitution. Ce n'est pas une révision, c'est de la triche.
Et à partir de cette révision qui est une fraude, une triche, un vol, une usurpation, il déroule le tapis. Et il dit oui, j'ai révisé. Il s'octroie 45 jours de bonus, un pouvoir usurpé, un mandat usurpé, volé. 45 jours, c'est volé. C'est de la triche. Personne ne lui a donné 45 jours. C'est de la triche. Parce que ça vient d'une source monocolore, illégitime. L'autorité qui ne tient pas son pouvoir du peuple uni est une autorité illégitime. Et l'autorité illégitime ne peut exercer aucun pouvoir. S'il exerce un pouvoir, ce pouvoir est du despotisme, pouvoir personnel. Donc, révision, c'est de la triche. C'est de la triche. Ce n'est jamais possible. Patrice Talon est incapable de vivre une démocratie plurielle. C'est ça la réalité. Dire ça, ce n'est pas l'injurier. Parce que les batailles politiques doivent se faire sur les mots et les concepts. Si vous refusez la bataille sur les mots et les concepts, vous n'avez plus d'occasion pour parler des conséquences et des causes, ni même de la réalité. Vous comprenez maintenant, madame? Ce n'est pas une politique de chaise vide. Parce qu'il y a une différence entre chaise vide, chaise d'indignité et chaise électrique. Moi, je peux m'asseoir sur une chaise électrique, je l'ai dit. Et vous êtes sur quelle chaise? La chaise du peuple. Vous savez, parfois, ça prend le temps que ça va prendre, mais ça finit toujours. Il y a, c'est une certitude, Talon n'ira nulle part. Il n'ira nulle part parce que vous allez voir la suite. Il n'ira nulle part. Et tous ceux qui l'ont aidé n'iront nulle part. La preuve, vous les voyez un à un. Vous les voyez un à un. Quelle est cette réforme où aucun parti politique n'est capable aujourd'hui de dire j'ai un candidat? Le premier qui lève la tête en parole, il ira à Misrité. Justement, dites-le. Vous aurez un candidat? Comment oui. RE se prépare? 2026, c'est pas loin. Le dépôt des dossiers, c'est en octobre. Madame, pour moi, il n'y a pas élection. En 2026? Non, il n'y a pas élection. C'est la même comédie qui continue. Parce que tout ce qui est projeté sur 2026, à quelle source, madame? C'est dans la mafia qu'on dit oui, oubliez, c'est déjà passé. C'est dans la mafia qu'on dit que le passé est derrière nous, avançons. En politique, on construit chaque pas du présent et chaque projection du futur sur le passé. Or, quelle est la source du pouvoir de Talon aujourd'hui? Sa source, c'est le Parlement monocolore de 2019. Ce n'est pas le peuple, madame. C'est les copains partisans de Talon qui ont octroyé à Talon ce que Talon veut. Ce n'est pas le peuple. Mais là, il dit qu'il s'en va en 2026. Il s'en va. Qui lui a dit qu'il va où? Qui lui a dit de ne pas aller? C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez à son départ? Je n'ai pas à croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique. Il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon a de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous dites que Dieu est vicieux? C'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Vous ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Ad rem, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas le fait, non. Dieu est à part. Certains vont vous dire, pas l'autorité. Dieu est une autorité. Dieu est à part. Dieu n'est pas dans cette affaire. Si c'est comme ça, nous tous, nous pouvons devenir menteurs dans la société, aller dire à nos enfants, exigence morale, mentez. Qui a forcé Patrice Talon pour dire, je ferai du mandat unique une exigence morale? Je vais vous faire une confidence. Vous savez, le jour où nous allons déposer les dossiers de Patrice Talon pour les élections de 2016, c'est moi qui vous parle. Nous étions 5. Il y a moi, il y a Patrice Talon à côté de moi. Juste après Patrice Talon, il y a Saka Lafia. Et après Saka Lafia, il y a Djogbenou. Et après Djogbenou, il y a l'autre là, Boka Olivier. Et lorsqu'on a fouillé les dossiers, on le sait le matin vers 7h35, 8h. Quand on a fini les dossiers, on voulait se lever. J'ai dit non, attendez. J'ai dit à Patrice Talon, cette affaire de mandat unique là, parlons-en. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je sais. Parlons-en. Parce que techniquement, le désordre, le désastre gouvernemental, le leadership pathologique de Yahi Boni ne permet pas pour que lorsqu'un président va venir au pouvoir, il puisse faire 5 ans et partir. C'est faux. Lorsqu'on dit le gouffre là, on va fermer ça et élever quelque chose de joli, de beau, de pérenne pour les Béninois, ce n'est pas possible de parler de 5 ans. Donc les 5 ans là, il y a un faux dedans. Il y a un faux, il y a un dol dedans. Je sentais. Si vous saviez que Patrice Talon est vivant. Je lui ai posé la question. C'est pour en avoir l'assurance et savoir comment gérer. Celui qui vous parle, je suis un homme d'expérience, je suis un homme de parcours, théoricien, praticien, sac au dos. Dans la vie politique, j'ai commencé à moins de 17 ans, j'ai été à la conférence, j'ai parcouru tout ce qui a à partir du temps moderne du pays. Et puis, j'ai une référentielle théorique de ce que j'ai dit. Et puis, je sais lire les caractères.
Je connais le type de personnalité. J'ai posé la question. Exprès. J'ai dit, mais quand on va fermer les trous de Yahi Boni, changement en refondation, nous serons autour de 2 ans, 2 ans et demi. Quand nous allons mettre en place nos projets, il faut les étudier, il faut chercher les financements, il faut faire le point. Et nous serons autour de 2 ans et demi. Mais quand nous allons installer les projets, à peine les projets vont commencer par sortir, et vous allez partir. De quoi il s'agit? Il faut qu'on s'entende ici et maintenant avant d'aller déposer les dossiers. Mais je vous dis, qu'est-ce que Talon a dit? Il s'est levé, il a fait du bruit, il a fait... Non, c'est un mandat. Non, si ce n'est pas un seul mandat, alors cherchez un autre. L'autre, il est en prison, il ne peut pas parler. Mais Jobonou est là. La FIA est là. Ils sont restés fidèles, vous n'êtes que 2, maintenant il y a 3. On va poser, quand vous allez poser la question, cette fidélité, il va vous répondre. Ils sont des fidélités, ils ont des jours au cou. Ils sont des jours au cou. Ils ne peuvent pas, ils iront à Misrété. Si bouge en même temps, c'est Misrété. 20 ans ou 10 ans. Vous leur dit ça. Donc, il a dit, moi j'ai dit à tout le monde, ok, je voudrais en avoir l'assurance. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, quelqu'un parmi nous dans cette salle-là dise, il va remplir. Un accord, c'est un accord. Il va remplir, personne ne dira. Mais la même personne, Patrice Talon, je le vois à l'investiture, alors que personne n'a mis le doigt dans sa gorge pour dire, répète. Il revient, il regarde tout le monde. Je ferai du mandat unique une exigence morale pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Mais c'est fini, je le vois. Non seulement il n'a pas fait 5 ans, il fait 45 jours dessus. Par un parlement partial monocolore, frauduleux. Parlement du sang, on a dû tuer. On a dû tuer avant d'arriver à là. On a tué des Béninois avant d'arriver à là. Et moi, il va faire quoi? Vous dites qu'il a parole, il n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. Quand j'ai vu ça dans Jeune Afrique, je riais. Je disais, mais écoutez, voilà comment on glisse sur les concepts. Il peut pas, Talon, lui, il ne peut pas ouvrir sa bouche et dire qu'il a la parole dans ce pays. Il n'a pas de parole. Quel président vous avez vu depuis 1990 qui a fait 5 ans plus 45 jours? Levez le doigt, dites-moi. Ça n'existe pas. Donc, nous sommes dans de l'immoral. Et l'immoral, c'est du vicieux. Et le vicieux, ce n'est pas une référence, il n'a pas de parole, madame. Donc, vous voyez vos questions, vous voyez que révision de constitution, tout cela que vous dites, non. Voilà. Dans Jeune Afrique, en parlant de Jeune Afrique, le président de la République s'est exprimé juste après le procès d'un de vos compagnons que vous avez évoqué tout à l'heure, Olivier Boucon, mais dans ça, il a parlé des embellis économiques, il a parlé du produit intérieur brut qui a augmenté, le taux de croissance, le taux de chômage, bref, il est fier d'avoir formaté, n'est-ce pas, le pays dans un nouvel état d'esprit. Est-ce que 8 ans après, vous ne regrettez pas d'avoir participé à cette embellie économique que le président a exposé à Jeune Afrique? Donc vous êtes dans un registre négatif quand vous parlez de regret. Moi, je n'ai pas de regret. Moi, je dis que quelque chose est beau, un beau cadeau. Comment je vais regretter ce qui est beau? Talon n'a fait aucun travail. Talon fait vous savez ce que Talon fait? Il fait de la brillantine pour manipuler ceux qui sont sortis, ceux qui n'ont pas encore été sevrés de la villageoiserie. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien vu, à qui on met asphaltage pour dire, on peut tuer pour solder. Est-ce qu'on peut solder les tueries par l'asphaltage? Vous savez ce qu'on appelle asphaltage? C'est de bitume sur des routes déjà tracées depuis Manga. C'est ça qu'il fait? Talon ne fait rien. Talon vous bluffe. Il fait rien, il fait zéro. Donc vous n'avez rien noté de positif Talon est nul. Il est nul sur toute la ligne. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, il sera nul sur toute la ligne. Les services dématérialisés, avoir son casier judiciaire en ligne. Avec ça, on peut solder ça par les morts. On peut solder ça par la dictature. C'était pas là la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un point positif Est-ce que si lui n'était pas là, quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire ça? C'est la question. Ce que tout le monde peut faire, lorsque quelqu'un fait, on ne l'applaudit pas. Mais personne ne l'a fait avant lui. Qui? Ne répétez plus jamais ça. De 60 à je vous retourne à 58. Je vous retourne à 58. Nous avons vu les services dématérialisés. L'informatique était venue en 1960. Vous qui parlez de ça là, c'est-à-dire, vous parlez à quelqu'un qui sait débusquer les pièges d'un discours. L'informatique est venue en quelle année? En 1960? Non. Pourquoi vous voulez que l'informatique qui n'existe pas en 1960, que Manga fasse ça? Vous parlez de 60, je vous remonte à 58. Vous savez comment Cotonou était en 58? Vous savez en combien d'années Maga a fait tout ça? Maga a tiré à bout portant sur quelle population? Vous connaissez un monsieur qu'on appelle Mathieu Kérékou? Avec tout ce qu'il a eu, des hauts et des bas. Mais écoutez, vous voulez comparer Patrice Talon à Maga? C'est dangereux. Il n'y a pas combien de mesures. Maga a posé le plan directeur cadastre de développement du pays, urbanisme et tout et tout. Vous savez où était Cotonou avant? Où se situait Cotonou avant? Vous savez pourquoi on parle de Saint-Jean-Gbagoudo? Mais on peut dire ça aux enfants qui sont nés maintenant sous WhatsApp. Mais vous n'êtes pas nés sous WhatsApp, vous ne pouvez pas dire ça. Dématérialisation. Et c'est ça qu'il fait? Non. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui n'existe pas à un temps donné, que Maga invente pour faire.
Mais Internet n'a pas commencé en 2016 non plus. Internet a commencé en quelle année, madame? Vulgarisation, madame. Monsieur le Président, mais la corruption a reculé, non? La corruption a reculé avec la criette. Il y a un déplacement des corrupteurs. C'est-à-dire? Il y a un déplacement, un transfert de la corruption et des corrupteurs. Lorsqu'on fera un audit général de l'État, vous verrez ce qu'on appelle corruption et ce qui n'est pas corruption. Ils se sont déplacés d'où vers où? De qui parlez-vous? Mais écoutez, vous savez très bien de quoi je parle. Il dit, votre confrère dit que la corruption n'existe pas. Mais je lui dis... À reculer. Mais je lui dis non. Je lui dis non. Parce que la corruption est multiforme. Le délit d'initié est une corruption. L'opacité couvre une corruption. L'exclusion couvre une corruption. Qu'est-ce qui est opaque? Qu'est-ce qui est opaque dans la gestion? Du régime de la rupture ou bien du nouveau départ? Tout est transparent selon vous? Puisque nous constatons qu'on juge les gens régulièrement à la cueillette. Qui juge qui? Qui juge qui? Qui on juge? Nous sommes dans un régime de séparation. Je vais vous donner un exemple. On juge les gens dans ce pays. On a jugé tous ceux qui pèsent des actes de corruption et de faux. On les a jugés tous. On a rouvert tous les dossiers. Quel dossier on n'a pas ouvert, par exemple, et qui vous choque? Je ne veux pas enflammer la République. Gardons un peu de temps. On a ouvert par exemple le dossier d'Anivor. Que personne n'a pu, les procès n'ont pas abouti, mais on a ouvert ce dossier. Et on a vu votre communiqué quand vous étiez au gouvernement. C'est pas mon communiqué. Ah, c'est le communiqué de qui? C'est pas mon communiqué. C'est le communiqué du gouvernement, du Conseil des ministres. J'ai été à l'école. Sur l'affaire d'Anivor, j'ai lu un communiqué du Conseil des ministres. Si vous voyez bien, je suis venu, j'ai dit communiqué du Conseil des ministres. Mais vous endossez. Et j'ai lu, c'est le Conseil des ministres. Quand j'ai fini, je n'ai pas mis candidat Sanaï. Je ne suis pas... Vous apparteniez à ce pouvoir. Et qu'est-ce que ce communiqué a dit? Vous êtes comptable de ce que le communiqué... Ce communiqué a dit quoi? Ce communiqué n'est pas mon communiqué. Ce n'est pas le communiqué de Yahi Boni. C'est le communiqué du gouvernement. Vous étiez le porte-parole? J'étais le porte-parole. J'ai rédigé, j'ai signé au nom du gouvernement et j'ai mis Conseil des ministres. Et quand vous parlez même du gouvernement, Patrice Talon était loin du pouvoir de Yahi Boni. Dites-moi qui était loin du pouvoir de Yahi Boni parmi ceux qui s'estiment et se mettent dehors. Donnez-moi les noms. Qui était différent? Un événement a eu lieu dans le pays le 17 août 2010. J'ai été nommé au Conseil des ministres, au gouvernement, le 18 juin 2010, en tant que ministre de l'Industrie. Et puis, le 19 juillet, un mois après, on m'ajoute un nouveau décret qui me donne le porte-parole du gouvernement. Je suis dans le gouvernement, un événement grave comme ça a eu lieu. Est-ce que vous m'avez vu prendre une décision, une déclaration intuitive personnelle? vous ne verrez pas. Mais qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Je ne suis pas juge pour savoir quelque chose de dossier d'info. Être dans le gouvernement, ne veut pas dire. Je sais ce que le gouvernement sait. Et ce que le gouvernement sait, c'est ce qui a été lu dans le Conseil des ministres, c'est tout. À défaut, appelez tous les membres du gouvernement. Je n'ai aucun acte personnel dedans. Vous m'avez vu à Rome, quand ils sont allés à Rome faire des choses. Vous m'avez vu là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas parti? C'est pas mon rôle. Mais dans les coulisses, qu'est-ce qui se disait sur cette affaire que... Je n'étais au courant de rien. Rien du tout. Moi, j'étais au courant de rien. Je ne suis pas morguier. C'est les morguiers et puis les fossoyeurs ou bien les exhumeurs ou les laborantins de ceux qui font des autopsies, c'est leur problème. C'était une affaire grave dont toute la République parlait, donc vous, ministre... Porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas enquêteur du gouvernement. C'est comme une autre saleté. Je vois une personne prendre des documents et dire authentification du gouvernement. Je ne suis pas enquêteur du gouvernement. Je suis porte-parole du gouvernement. Donc, je ne peux que porter une décision commune collégiale du gouvernement. Je ne suis pas porte-parole de Yahi Boni. Contrairement à un monsieur qu'on appelle Humbedi, qui va du coq à l'âne, qui vient, qui parle en son nom, tout ça, qui ne connaît rien du tout, qui ose même mentir sur moi et mentir sur le parti Restaurer l'Espoir, Humbedi là, qui parle charabia là. Qu'est-ce qu'il a dit pour la parenthèse? C'est quoi le... Qu'est-ce que vous traitez de mensonge? C'est un menteur. Voilà quelqu'un qui vient allègrement et il joue un peu comme l'histoire de Fayagan ou je ne sais quoi, pour dire que lui n'a pas souvenance que le parti Restaurer l'Espoir soit figure parmi les partis enregistrés. Donc aujourd'hui, vous confirmez que vous êtes toujours sur la liste. On l'a vérifié, on a essayé de vérifier sur la liste au niveau du ministère. On a vu que vous faites partie des partis enregistrés. Vous confirmez? Madame, à partir du moment où un porte-parole du gouvernement parle comme ça, il est menteur. Il est indigne du gouvernement. Lorsqu'on est porte-parole du gouvernement, il y a le niveau lexical, le niveau syntaxique, et puis la stylistique, et puis la pertinence du discours. Le discours de l'État doit être un discours crédible. L'État ne veut pas sortir un discours qui doit être un discours mensonger. C'est cela que je reproche. Moi, j'ai été porte-parole, mais j'ai dit, je ne suis pas porte-parole de Yahi Boni. Yahi Boni a un problème, il va défendre lui-même. C'est le gouvernement que moi je défends. C'est tout. C'est tellement simple à comprendre. Chacun doit rester dans son couloir.
Pour en revenir à l'affaire, vous n'avez rien à nous dire aujourd'hui? Si j'en connais rien, je ne suis pas juge, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas officier de police judiciaire, je ne suis pas procureur. Au demeurant, je ne vais vous dire pas au demeurant. Quelque part, je vais vous dire, Danivor est un frère d'enfance. Ah, vous le connaissiez? Non seulement je le connais parce que c'est un frère d'enfance, la famille, les Danivor. La maison de mon père et leur maison, ça se trouve au même endroit dans le quartier Saint-Rita qu'on appelle quartier Abidjan-Kodi. L'un des quartiers chauds de Cotonou d'antan. C'est les meilleurs jeunes. Si vous cherchez les meilleurs jeunes de ce temps-là, Saint-Rita, dans les quartiers de Cotonou, c'est Saint-Rita. Demandez Saint-Rita Kolatissa. Demandez les jeunes c'est la jeunesse, c'est les vrais jeunes. Danivor, sa maison, non loin de l'église de Saint-Rita. Mais j'ai fréquenté avec son frère. J'ai fait l'université, l'école normale sup avec son frère ici, à Porte-Nouveau. C'est la famille. Mais vous comprenez quel désarroi, quelle peine à vouloir monnayer cette affaire à sens et en conscience. Non, ça mérite respect. Et la famille Danivor, tout ça, ils ne méritent pas ce qui se passe. Ils ne méritent pas. Et puis c'est une grande famille, c'est une famille très respectueuse. Très respectueuse. Donc, moi, je ne suis pas enquêteur, je ne connais rien de ça. Parlant d'amis aussi, je ne sais pas s'il est votre ami. Olivier Bokor, il est votre ami? Vous savez, le mot ami a un sens pour moi. Moi, je n'emploie pas le mot ami comme passe-partout. Non. Lorsque vous appelez ami quelqu'un, la personne, vous pouvez vous mettre nu devant la personne. L'ami, c'est celui avec qui vous n'avez rien à cacher. Je n'en ai pas. Je refuse d'en avoir. Je conseille à mes... pas votre ami? Je refuse d'en avoir et je conseille à mes enfants de ne jamais avoir un ami. Le seul ami qu'on peut avoir, c'est soi-même. Je vous envoie 3 référentiels d'amitié et vous allez comprendre que le seul ami qu'on veut avoir, c'est soi-même. La première référentiel, c'est le chanteur Fiossi. Alain Nkoton. Fiossi, vous connaissez ça. Et il dit, c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Et dans son allégorie, il a fait quoi? Il est allé chez son maître Fa. Il dit, j'ai tué. Le maître Fa dit, je n'en sais rien, je ne veux pas m'amêler. Il va chez son beau-père, le beau-père dit, quitte là, si tu continues, je t'arrache ma fille. Mais il est allé chez son ami. L'ami dit, tiens, assois-toi, bois. Le cadavre est où? Reste là, ne bouge pas. Moi, je vais enfermer. Je dirais que il n'y a personne, je vais fermer toutes les traces. C'est ça l'ami. Premier référentiel. Deuxième référentiel, c'est le référentiel d'Aristote. Et Aristote l'a tellement développé dans son livre Éthique à Nicomaque, qui est un best-seller de la notion de l'amitié. Et dedans, avec Aristote, vous allez voir les 3 types d'amitié. L'amitié par plaisir, l'amitié par intérêt, l'amitié par vertu. Et Aristote conclut que la seule amitié qui a intérêt, qui vaut la peine, c'est l'amitié par vertu. Combien de gens sont vertueux? Et le troisième type d'amitié, c'est Sénèque, qui conseille Lucilius en disant, écoute Lucilius, il n'y a pas d'amis possible. Tu veux avoir un ami, apprends à être ami avec toi-même. Donc il n'y a pas d'amitié. Bokor, Talon, tout ça, ce n'est pas des amis, je n'en ai pas. Mais Bokor est un frère. Il est un frère, quelqu'un que je respecte. Il est un frère. Vous voulez parler de Talon? Posez votre question. Vous voulez dire un Talon et moi? Vous êtes des amis? Non, on n'est pas des amis. On n'a jamais été amis. Et vous étiez quoi? C'est ça ce que vous on s'est rencontrés. Le meilleur candidat que vous avez battu. On n'a pas même vous enfermer ici. Vous avez suivi tout ça. Vous estimez que vous n'êtes pas des amis? Vous vous êtes sacrifié, péril de votre vie? Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des partenaires politiques. Et j'ai appris à jouer ma partition. Si j'ai un accord avec vous, je fais ma partition. Je fais ça marchander. Posez la question à Patrice Talon, il est vivant. Je n'ai aucun contrat financier, je n'ai rien spéculé avec lui. Je l'ai fait par plaisir, par amour pour le pays. Je l'ai fait au nom de mon éducation et de ma foi. Parce que quand quelqu'un est dans le pétrin, dans le gouffre, il faut aller à son secours. Je l'ai fait sans contrepartie. Et Talon est vivant, il peut le dire. Il m'avait proposé même d'être son candidat. Autre révélation, je vous fais. Talon m'a dit d'être son candidat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? Je lui ai dit, pourquoi, je vous répète, pourquoi je l'ai refusé. Parce que j'ai fait l'analyse, quand il m'a dit ça, et il y a longtemps même, il m'a dit ça, et il m'appelle même président, et puis il y a des rencontres, vous savez, c'est quelqu'un, bon, il y a des choses, papa dit, bon. Et puis je lui ai dit non, j'ai pris mon avion, je suis parti à Paris. Nous étions sur les Champs-Élysées, dans un restaurant ou un hôtel qu'on appelle Georges V. Nous sommes allés là-bas, nous étions 3. Il y a lui, il y a Olivier Bokor, il y a moi. Et je lui ai dit en face, Patrice, tu as voulu que je sois candidat et que tu m'aides, tu me finances pour être président de la République. Mais je suis venu te dire, je ne veux pas. Il a dit, pourquoi? Votre question. J'ai dit, je ne veux pas, parce que moi, je suis formé pour l'intérêt public, l'intérêt général. Toi, tu es un homme d'affaires, tu es formé pour le privé. Il y a déjà une contradiction entre nous. Moi, une fois président de la République, je vais penser à l'intérêt général. Mais toi, tu penseras à tes affaires. Chaque fois que je te verrai,
tu vas ouvrir mon bureau de président de la République, tu viendras avec des dossiers. Tu diras que tu me regarderas en me disant, mais tu m'es redevable. Ce que je ne veux pas, je ne pourrais pas faire. Parce que toi, quand je vais vouloir couper, te donner un peu et donner beaucoup au peuple, tu vas dire non, donne-moi le beaucoup, et ce français n'est pas bien, hein, et donne le peu au peuple. Je ne peux pas. Et là, il a regardé Olivier Bokor. C'est une confidence que je vous fais. Il a dit à Olivier Bokor, mais Olivier, tu vois Candide, tu vois le président, si nous l'aidons, il devient président, il va nous trahir. Mot pour mot, sic. J'ai dit à Patrice, moi je suis patriote, je suis à Zanaï d'Abomey. Mes ancêtres ont collaboré avec le grand roi d'Abomey, ont lié d'amitié avec le roi Guézo, et ont respecté, Guézo a respecté ses engagements envers nous, nous avons respecté nos engagements envers lui. Nous étions dans le cercle des chefs de culte, des inspecteurs de culte. Je suis à Zali, tout le monde connaît. J'ai dit non, nous on ne trahit pas. Mais la trahison, c'est lorsque vous promettez et que vous êtes capable de faire et que par mauvaise foi, vous renoncez à faire, qu'il y a trahison. Nous on ne trahit pas. Mais je serais incapable de faire. Je vous connais, je connais tes problèmes, je connais les problèmes, je connais le milieu. Il faut que tu sois président, pas moi. Et il regardait Olivier ne parle pas beaucoup hein, comme ça. Hein. Olivier l'a regardé, j'ai dit non, je ne peux pas. Et j'ai dit à Patrice, et c'est ce qui va le rattraper d'ici peu ça. J'ai dit, je vais te donner un conseil. Si tu ne prends pas le pouvoir maintenant, nous ne gagnerons pas. Parce que le peu d'argent que tu as à donner à CSA, ton argent va combattre ton argent, ça va s'effriter, et c'est le réseau Yaï qui va gagner. Deuxièmement, même dans ces conditions, si tu mets ton fils Lionel, tu mets ton fils président, il ne respectera jamais ce que tu vas demander de faire. Et tu finiras par t'embrouiller avec lui. J'ai dit ton fils, même tu prends ton propre fils, il ne pourra pas. Tu sais ce qu'est le pouvoir. Vous parlez à un homme politique et à un philosophe politique qui a travaillé sur la politique ancienne du temps de Sénèque, donc du temps des Césars et des Augustes, du temps de Rome, où il y a les intrigues du pouvoir. C'est ça la question. Et il est vivant. D'abord, je parle devant écran, tout et tout, vous me connaissez. Il est vivant. Si je dis que c'est pas ça, il n'a qu'à dire. Olivier était là, on était quoi? Vous parlez d'Olivier. Il a pris dernièrement. Dans le pétrin, vous avez dit que quand un ami, bon, pas un ami, quand quelqu'un est dans le pétrin, par votre déclaration, un frère est dans le pétrin, il faut aller à son secours. Olivier, il est condamné à 20 ans pour complot contre l'autorité de l'État, avec l'ancien ministre des Sports. Vous avez appris tout ça là. C'est un frère. Qu'est-ce que vous faites pour aller le sauver de ce pétrin? Écoutez, vous devez me rendre un témoignage. Lorsque l'affaire Omeki Bokor Talon, parce qu'il faut mettre les trois noms ensemble, l'affaire Bokor Omeki Talon a commencé dans ce pays, l'homme politique qui a réagi, qui a pris fait et cause pour Bokor Olivier. C'est moi, non? Vous l'avez appelé? À quand remontent vos derniers rapports, vos derniers contacts? Je n'ai pas besoin d'appeler un ami, ou un frère du moins, avant d'aller au secours d'un frère. Lorsqu'un frère est dans une difficulté, vous n'avez pas à l'appeler. Lorsque l'incendie prend la maison de votre frère, vous n'avez pas à lui dire, non. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et ce qui est en mon pouvoir, je l'ai fait. J'ai dénoncé d'abord la déclaration du procureur. Et les gens ne lisent pas. La déclaration du procureur pêche sur ce qu'on appelle la modalité. Parce qu'il a utilisé une expression, je suis sûr, parce que je connais Métonou. C'est Métonou, il s'appelle, non? Le procureur. Le procureur spécial de Criette. Il est très intelligent. Quand il était à l'université, il parle de ma promotion, hein, c'est les jeunes qui sont venus après nous. Mais il est très intelligent, très pointu. Mais je n'ai pas compris pourquoi il a utilisé apparaît, il apparaît que, au lieu de il paraît que. Les deux expressions ne sont pas les mêmes. Dans une analyse de la modalité rhétorique pure, lorsqu'il dit il apparaît que, il est dans la certitude, il est dans l'affirmation. Mais lorsqu'il dit il paraît que, il est dans le doute. Même dans ce doute, il peut déclencher une enquête préliminaire, une enquête chose-là. Mais il dit il apparaît que. C'est l'instant précis où il a dit ça. Et que les paragraphes qui ont suivi, il a dit on a promis, et que c'est à l'occasion de la promesse de remettre l'argent qu'ils ont été arrêtés, que j'ai dit que ça là, c'est pas clair. Et lorsqu'un discours n'est pas clair, ceux dont pas le discours est douteux. Et lorsque c'est douteux, il faut se lever pour chercher s'il n'y a pas une injustice. Et c'est ça. Lorsque j'ai observé ça, que j'ai dit tiens, ça ne va pas. Mon cher ami, par la suite, qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez observé que NCA, il y a eu polémique, NCA a dit bon, c'est pas tel jour, c'est pas telle date. Par la suite, il n'y a qu'un seul témoin, le colonel. Et par la suite, y a-t-il eu procès dans les formes prévues par le code? Et par la suite, ceux qui ne suivent pas l'actualité. Au moment où tout ça là était là, vous avez vu que les gens n'ont pas fait une déposition. Vous avez vu que Talon même n'a pas été interpellé. Vous avez vu que Talon n'a même pas été cité comme témoin.
Vous, il fallait qu'il soit interpellé. Qui doit le faire? C'est pas moi. C'est l'office du tribunal qui doit faire ça. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Mais j'observe. Il n'a pas été. Mais vous n'avez pas appris qu'il y a eu des déclarations concordantes successives qui n'ont pas été démenties jusqu'à aujourd'hui, qui font état de ce que c'est lorsqu'il a appelé Bokor et que Bokor se dirigeait vers lui, à quelques encablures de sa maison, Bokor a été arrêté. Vous n'avez pas entendu tout ça? Ça ne suffit pas pour qu'il soit interpellé. Vous n'avez pas vu le procès, le déroulement? Il n'y a pas eu de déposition, il n'y a pas eu d'assistance. Donc tout ça là. Et observez très bien. Dès que le procès a été ouvert, je n'ai plus fait de déclaration. Et je n'ai fait d'intervention que sur les choses qui sont tombées dans le domaine public par une autorité judiciaire ou par le procureur. Sur ce qui n'est pas tombé dans le domaine public, je n'interviens pas. Et c'est seulement lorsque le procès a semblé fini et qu'on a distribué les peines qui sont comme des standards que j'ai compris que tout était flou. Et ma dernière publication, j'ai dit qu'il s'agit d'un hameçonnage rondement mené. J'ai posé la question que ça vaut combien d'étoiles de général? C'est tout. Moi, je n'ai plus rien dit. Mais le président de la République s'est exprimé sur la question dans la presse étrangère et a dit qu'il a attendu en vain des excuses et des regrets de la part de son ami Olivier Bokor. À quel moment? Il veut des excuses avant procès, pendant procès ou après procès? Écoutez, je suis un homme politique public. Il y a des choses dont je suis au courant, je ne veux pas vous dire. Je ne vais pas dire ici. Mon but n'est pas d'enflammer la République. Mais lorsqu'un dossier est clos par un tribunal, un chef d'État ne peut pas faire une interview sur ce dossier-là comme Talon l'a fait. S'il a fait une interview de ce genre, tous les spécialistes du discours vont vous dire c'est qu'il sent le besoin, il constate que le doute persiste, le flou persiste. Autour de quoi? Autour du procès, de l'affaire et de tout. Parce qu'on n'invite pas un sujet, on n'invite pas un sujet dans un débat si le sujet ne fait pas l'objet de flou et de doute. C'est une technique rhétorique. Si vous invitez un sujet, c'est que vous semblez que vous êtes convaincu que ce sujet n'est pas clair, il y a du doute là-dessus, les gens n'ont pas compris. Mais c'est aussi une affaire d'État, c'est une grosse affaire. Une grosse affaire qui a mobilisé l'attention des présidents d'institutions. Attendez, c'est Jeune Afrique qui est le médiateur de l'État? Jeune Afrique qui est le médiateur de l'État. Vous savez qui est Jeune Afrique? Vous savez comment on fait les interviews avec Jeune Afrique? Ce n'est pas de la philanthropie, c'est du service commercial. C'est du service commercial. Et lorsqu'on est chef d'État à ce niveau, Jeune Afrique, c'est du service commercial. Vous prenez même tous les questionnaires de Jeune Afrique. Moi, je sais lire entre les lignes. Revenons à vos questions. Vous posez quelle question? Oui, que les institutions de la République ont sorti un communiqué pour appuyer ma consoeur qui dit que c'est une affaire assez grave. Vous avez lu le communiqué qui a été authentifié par le président de la régulation des médias. Edouard Leco est dans la gaffe. Il a gaffé grave. Si j'étais parmi les jeunes, je vais dire qu'il a gaffé mal. Mais lui, là, il est officier d'état civil. Edouard Leco, là, il est officier d'état civil. Le président de la RAC. Est-ce qu'il est officier d'état civil? Est-ce qu'il est police judiciaire? Est-ce qu'il est auxiliaire de justice assermenté? Est-ce qu'il est police judiciaire? Il est qui? Il est le certificateur de l'État. C'est son rôle. Authentification de documents, lui là. Lui là, c'est de la gaffe. Mais il a déconné. Il faut interdire ces choses-là. Il faut que ces personnes-là, il faut leur interdire de faire des choses comme ça. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité, il n'a aucune prérogative de certification, d'authentification d'aucun document de la République. D'autant plus que, s'il vous plaît, ceux dont on a nié les noms n'ont pas apporté leur nom, prénom et signature. C'est grave. C'est grave. La République, ce n'est pas la maison de Leco, ce n'est pas la maison de Talon. Talon n'est pas propriétaire de la République, Talon n'est pas la République. Il est un citoyen à qui on a confié la République pour un temps. On n'a pas confié la République à Talon avec les lois de Talon. On a confié la République à Talon avec les lois de la République et du peuple. C'est un désordre. Les institutions font partie de l'État? Les institutions font partie de l'État. Parfaitement. Mais les personnes, encore il y a une chose, les institutions sont des créations de l'État. Mais les personnes qui les occupent, ils demandent de quelle autorité? Donnez-moi l'autorité. Ils demandent de l'autorité qui les a nommés. C'est ça. Celui qui les a nommés vient de quelle légitimité? Du peuple. Talon vient du peuple. Il a été élu en 2016. Vous étiez de la campagne. C'est le mandat de 2016 qu'il occupe maintenant. En 2000. Attendez, c'est le mandat de 2016. Il n'utilise plus le mandat de 2016. Il utilise un deuxième quinquennat illégitime. Parce que venant d'un parlement illégitime partial, la partialité 100% de ce parlement vide Talon de toute légitimité. Il a légitimité zéro. Talon n'est pas légitime. Et toute personne ne veut pas Talon n'est pas une autorité légitime. Et les pouvoirs qu'ils exercent, ayant un défaut de légitimité, sont des pouvoirs de fait. On appelle ça pouvoir de fait. Talon est un président de fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vide de l'État.
Il est un président de fait. Quand on dit que quelqu'un est président de fait, une autorité de fait, la personne est illégitime. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? Je ne suis pas dans le déni. Celui qui dit la réalité n'est pas dans le déni. C'est Talon et la rupture qui sont dans le déni. Parce qu'ils profitent, ils travaillent, ils s'acoquinent avec des gens par la compromission. Par la compromission. Écoutez, les présidents d'institutions qui osent écrire, qui se mettent du côté du chef de l'État. Dans quel pays? Le président de la Cour constitutionnelle, c'est son rôle. Le président de la Cour suprême, c'est leur rôle. C'est des juridictions. À la limite, ils peuvent laisser les autres là faire. C'est des juridictions qui peuvent être amenées à connaître des dossiers qu'on pense être clos aujourd'hui. Les dossiers que vous pensez qui sont des dossiers clos peuvent être rouverts à tout moment en cas d'éléments nouveaux. C'est pour ça que le juge, le responsable d'une institution juridictionnelle doit avoir de retenue, d'obligation de réserve. Lorsqu'ils prennent des engagements comme ça, c'est dangereux pour eux-mêmes et pour la République. Je n'ai rien contre personne, mais je raisonne factuel. Et je dis, je suis contre. La République existe avant Talon, existe avant tout cela. On ne fait pas ça. Même dans la nuit sombre du PAPB, on n'a pas fait ça. Il y a des organes pour le faire. Il y a des organes pour le faire. Les présidents d'institutions ne doivent pas le faire. Et même si par hasard, certains sont enfermés dans la redevabilité et qui doivent le faire, les institutions juridictionnelles, constitutionnelles et des juridictionnelles fondamentales, comme la Cour suprême, ne peuvent pas le faire. Ne peuvent pas le faire parce qu'ils peuvent être saisis des dérives, des conséquences collatérales de la même affaire. Écoutez, lorsque quelqu'un, un prévenu ou bien un prisonnier, a des problèmes de santé, des conditions carcérales difficiles, qui va parler des questions de droits de l'homme? Celui qui va parler des questions de droits de l'homme, la personne est déjà d'un côté. Quelle crédibilité? La République, ce n'est pas ça. La République est codifiée. C'est dommage. Pour l'instant, les lois sont en place. Nous aurons l'élection, les candidatures seront retenues d'ici quelques mois, en octobre, pour la présidentielle de 2026. Il y aura les élections générales l'an prochain. Vous êtes toujours dans la résistance nationale. Le parti Restaurer l'Espoir, est-ce qu'il participera aux élections générales de 2026? Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence en politique. Parce que l'homme politique doit être un homme crédible. Et la crédibilité est inscrite dans la confiance publique. On ne candidate pas contre une dictature. Regardez vous-même les faits. En 2019, Talon a sorti tout le monde du Parlement. Il est allé des élections, il a exclu, il est allé aux élections seul. Lorsqu'il est allé aux élections seul, il a pris un Parlement 100% à lui. L'autre là, Léandre Mbedi l'a dit sur RFI, il a dit aussi dans une autre émission. Il y a l'autre là, l'autre, je laisse, comment il va le qualifier, comment il l'appelle là, Aladati l'a dit au cours d'une émission organisée pour marquer les 35 ans de la conférence nationale. Talon avait 100% et que malgré ces 100%, il n'a pas parlé de troisième mandat. Ça, on viendra là-dessus, le piège qui est là. Mais, mon cher ami, pour aller aux élections municipales de 2020, lorsque les FCBE ont décidé d'aller, nous étions tous dans la résistance. Je leur ai dit non, vous ne pouvez pas aller. Ils ont fait des arguments pour dire oui, pour dire chaise vide, Azana ne veut pas, il est top de Talon, il nous scotche. J'ai dit mais si vous irez, vous allez perdre votre FCBE. Mais demandez à Yarou Aroumpé et à Djemba qui les a instruits pour aller là-bas. Mais lorsqu'ils sont allés là-bas, est-ce qu'ils sont revenus avec Yahi Boni à retrouver FCBE? Il ne peut pas retrouver FCBE. Ce n'est pas le même Yahi Boni qui a dit mais écoutez, FCBE n'est plus pour moi, FCBE est devenu troisième colonne de la rupture de Patrice Talon. C'est moi qui ai dit ça, c'est pas Yahi Boni qui a dit ça. C'est moi qui ai demandé à Yahi Boni de démissionner, c'est pas lui-même qui a démissionné de FCBE. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que pour aller à une élection, on soit obligé d'aller commander l'autorisation d'aller au dictateur. On rentre dans le schéma de compétition sans concurrent. Mais qu'est-ce que vous ferez en 2026? 2021, lorsque les gens ont décidé d'aller aux élections, les Roukia, les Ivoire et consorts, mais j'ai dit, mais vous ne pouvez pas aller. Mais les gens disent non, ils iront. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas demander autorisation à un dictateur pour aller à une élection. Ils sont entêtés. J'ai dit, si vous irez, vous avez 3 sorts. Le cimetière, la prison ou l'exil. Est-ce que ça a raté? Ils sont où maintenant? En 2023, les gens disent qu'ils iront aux élections. Je dis, vous n'irez pas aux élections si vous n'entrez pas en compromission et que le dictateur vous accepte. Vous avez suivi la suite? Le Parti des démocrates est allé aux élections législatives. Après quel travers? Ils sont passés par quelle couche faudine? C'est la même chose. En 2026, vous croyez que ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021, 2023 sera différent en 2026, alors que 2026, c'est la tontine, c'est le ramassage de tout ce qui a été fait. C'est à ce moment-là que Talon va dire aller aux élections. Et qui va ramasser cette tontine là? C'est la tontine de qui? Madame, en 2026, les élections vont se dérouler exactement
comme ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 et 2023. Pour que vous cessiez d'en douter, d'où est venue la question de Jeune Afrique? Qui dit, est-ce que vous n'allez pas avoir une entente avec Yahi Boni pour avoir un candidat commun? D'où est venue cette question? Vous croyez que cette question est venue comme ça du journaliste de Jeune Afrique? C'est possible. C'est possible. Mais les coïncidences, moi je suis philosophe de formation, je suis un homme d'un âge donné, je ne crois pas à ces coïncidences. Selon vous, ça vient de quoi? Le président a dit, mais qui sait? C'est une explication, c'est une façon de parler. Qui sait si on ne pourrait pas avoir le même candidat? C'est-à-dire que vous pensez que Donald Trump et Joe Biden vont avoir le même candidat. Et vous pensez que c'est bon. Donc vous pensez qu'en France, Macron et Mélenchon vont avoir le même candidat. Donc vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Ouattara vont avoir le même candidat. Non, mon cher ami. Vous entendez quoi? Cette affaire-là, c'est juste pour répéter des candidatures à la Humpé, Djemba et des candidatures à la Kowe Akosa. C'est ça que ça veut dire. La question là renvoie automatiquement à cela. Vous pensez que 2026 c'est une élection? Vous pensez que moi je vais m'associer à ça là? Donc vous allez rester encore sur la touche? Mais je ne reste pas sur la touche. L'opposition dit qu'elle présentera des candidats. L'opposition les découvre. Ils ont un cadre de concertation qui se réunit régulièrement. Ils disent qu'ils participeront aux élections. Vous êtes de l'opposition de la résidence nationale. On a du mal à vous situer exactement. En dehors, vous allez me situer clairement. Vous savez, vous posez la question pour avoir... Vous prêchez du faux pour avoir du vrai. C'est bien. C'est aussi une technique. Il y a certains qui troublent l'eau pour pêcher. Il y a d'autres qui viennent pêcher dans l'eau trouble. Et il y a d'autres qui attendent que ça se stabilise. C'est bon. Mais je vais vous répondre ceci. Si on vous suit très très bien, vous pensez qu'en 2026, il y a une élection présidentielle transparente, équitable et libre. C'est faux. L'opposition n'a jamais, en dehors de 2019, l'opposition a pris part à toutes les élections. Ils ont pris part à toutes les élections. Ils ne prendront pas aux élections de 2026, mais qui sont une parodie. Ils prendront part. Il y a plusieurs hypothèses. Et l'une des hypothèses les plus calamiteuses, c'est l'hypothèse évoquée par la question de Jeune Afrique. C'est là où on bluffe une entente entre Talon et Yahi pour présenter un candidat. Et Yahi n'a pas démenti depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas entendu un démenti formel, public, vigoureux, tranché. Pendant ce temps, les gens vont sur le terrain et disent on nous chasse ici, on nous a chassé ici. Et on vous a dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible? Mais écoutez. Donc pour vous, il y a une entente qui est en train de... Il n'y a pas une entente. Il y a une hypothèse d'entente qui est soulevée. Vous savez, en politique, et comme dans la vie, bon, je veux m'amuser un peu avec vous, comme j'en ai l'habitude. Moi, je suis tellement formé pour savoir que le carré d'un nombre peut être négatif. Le carré peut être négatif. Je suis formé pour savoir. Alors que le carré d'aucun nombre ne peut être négatif. Nous inventons le nombre imaginaire pour travailler. Jeune Afrique dit à Talon, est-ce qu'il ne peut pas y avoir candidat commun entre vous et Yahi? Talon sourit. Vous dites, ben, c'est possible. Cela veut dire que lui, il est ouvert à cela. Yahi n'a pas dit non. Est-il fermé à cela? C'est la question. C'est la question fondamentale. Et c'est la calamité, l'autre calamité. Bon, vous qui avez des informations en coulisses souvent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Écoutez, madame, je ne parle pas souvent. Mais quand je parle, notez tout ce que je dis. Prenez cette hypothèse. Parce qu'il faut que Yahi parle. Il faut que Yahi dise non, je ne ferai pas de candidat commun avec Patrice Talon. Et moi, je ferai des pressions sur Yahi, sur les démocrates, pour qu'ils parlent au peuple réellement. Qu'ils sortent de ce petit jeu. Parce que ce petit jeu va les rattraper. Talon, cette question ne peut même pas venir de Jeune Afrique. Et si on parlait, mais Jeune Afrique parlait comme ça, Talon devait dire non. Il ne devait pas laisser en l'air comme ça. Laisser comme ça, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, je vous ai dit, en analyse du discours, tout ce qu'on invite dans le discours est possible. On débat de tout ce qu'on invite dans le discours. Si vous ne voulez pas qu'on parle de quelque chose, n'invitez pas la chose dans le discours. C'est technique. La question est intervenue peut-être parce que vous êtes mieux placé pour nous le dire que tout est possible en politique. Madame, je pouvais aujourd'hui vous parler, mais je ne parle pas aujourd'hui. J'attends. D'ici quelques temps, je vais parler. Cette fois-ci, je viendrai, je promets à BIP que je donnerai l'exclusivité à BIP. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Le problème n'est plus question de dauphin de Talon. Mais quelle clochardisation du pouvoir présidentiel se prépare? Nous allons vers une clochardisation du pouvoir politique présidentiel. On a clochardisé les institutions, on a clochardisé le Parlement, on a clochardisé jusqu'à la presse et à toute l'opinion. On a familiarisé les gens que le vicieux, le mauvais est normal. Et puis, tout le monde. Maintenant, là, on va clochardiser le pouvoir présidentiel. Pourquoi?
Parce que, d'abord, les réformes ont abouti à quoi? Les réformes ont abouti à la mise dans l'OMETA. On règle au volume 0 tous les partis politiques. Et lorsque quelqu'un monte la tête pour dire « je veux être président », la personne même a peur. Je connais beaucoup, je ne veux pas dire le nom, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Harcèlement par voie électronique. Si je veux vous dire le nom des gens qui rêvaient d'être président, mais qui ne seront jamais présidents, c'est fini pour eux. Il y a un dedans, c'est malheureux pour lui, il passe partout, il ne sera pas président. D'ici peu, on va le renvoyer même de la tête de son parti. C'est fini pour lui. Président de parti. C'est fini pour lui. Je ne veux pas appeler son nom, il va dire harcèlement par voie électronique. Je veux harceler personne par voie électronique. Pourquoi on le chasserait? Vous savez, ce pouvoir-là, c'est-à-dire Talon, quand Talon, après tout ça, là, va vouloir partir et prendre des gens comme ça, là, c'est faux. N'oubliez pas, 2015, 2014. Il a bien dit qu'il aime la performance chez quelqu'un. C'est le discours. C'est le discours de séduction. La performance n'est pas ce qui est contre les normes. Il n'y a pas de performance anormale dans la normalité. La performance dans la normalité est de la séduction. C'est de la séduction. Donc, revenons à nos moutons. 2026 là, le problème n'est plus, le problème se situe à comment on va dépouiller le président de la République, les pouvoirs du président de la République, tel que conçu en 1990, tel que ça a fonctionné jusqu'en 2025, on va dépouiller ça complètement. Et quand on va dépouiller ça, et qu'on va voir que plus rien n'est plus dangereux dedans, on prendra quelqu'un, on dira, va être là-bas, tu vas inaugurer les chrysanthèmes. Et ce quelqu'un viendra d'où? Puisque vous semblez voir un peu ce qui va se passer. Parce que les Béninois se demandent aujourd'hui, on ne sait pas qui sera candidat, à plus forte raison de savoir qui sera président. Vous semblez avoir une boule de cristal. Je n'ai pas une boule de cristal, je suis un ancien. C'est-à-dire, vous-même, regardez-moi. Quand les anciens ont fini là, quel est le petit frère des aînés? Je suis le petit frère des aînés et le grand frère des petits. Regardez dedans là, regardez-le. Quand on met là-bas à un niveau là, c'est fini. Je suis l'aîné des petits frères et le petit frère des aînés. Donc, je suis dans deux courants. Je vous dis que Patrice Talon que vous voyez là, hein, ne le suivez plus sur question de dauphin ou de choses. Ne le suivez pas. Observez très très bien comment on va dépouiller. Quel président va venir? Le président qui va venir, ce président-là, je vous le dis sincèrement, n'aura pas les mêmes prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que les pouvoirs que nous avons connus depuis 1990. Et cela a déjà commencé. Ça a commencé. Il y a eu les premiers clientants. Les premiers clientants, c'est le séminaire du gouvernement et des institutions. Il y a eu un séminaire où les institutions ont été invitées et le ministre de la Justice a pris part à cela. Et ce séminaire, Vlavonou, au cours de ce séminaire, a dit que eux qui sont là sont comme une constituante. Vous vous souvenez? Ils sont comme une constituante. Vous savez ce qu'on appelle assemblée constituante? C'est-à-dire, ces gens-là se retrouvent, ça s'appelle assemblée constituante. Et il va jusqu'à dire, oui, nous pouvons décider, nous sommes toutes les institutions, nous pouvons décider au nom du peuple. C'est ça. Et quand il finit ça, il dit quoi, madame? Il dit qu'il s'agira de la refonte complète du système. La refonte complète, et que les institutions auront un autre visage. Le but de ça, c'est de dépouiller complètement la fonction présidentielle. Et une fois que cette fonction est dépouillée complètement, on prend un individu, on le positionne là, et garde à cet individu. Donc l'attention des Béninois doit être dans trois directions. La première direction, c'est le processus par lequel, le processus de dévolution qui est en cours. Et ça se fera comment? Une révision? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on en a... La réforme complète du système, c'est une révision. Elle viendra. Elle viendra. La première direction, c'est le mode de dévolution qui est vicié. La seconde direction, c'est le mécanisme par lequel on va dépouiller, on va faire la refonte complète du système. Et la troisième direction, c'est les choses à dépouiller, ce qu'on va dépouiller, ce qu'on va retirer au nouveau président et comment répartir ses prérogatives, où les répartir. Quelle fonction nouvelle, quel poste nouveau on va créer et où ira dans quelle direction. C'est sur trois hypothèses-là que nous, au sein du parti Restaurer l'Espoir, avec nos intelligents dedans, nous sommes sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous avons beaucoup évolué. Et quelles sont vos solutions? Quelle est la solution Azanaï? Azanaï n'a pas de solution, c'est le peuple qui a une solution et cette solution s'appelle la résistance. Ça s'appelle un dialogue politique national. Parce que si on le veuille aujourd'hui, demain ou après-demain, ça ne se réglera par un dialogue politique inclusif. Parce que sans le dialogue inclusif, ça ne peut pas se faire. C'est ce que les gens croient. Je vais vous donner un exemple sans appeler de nom. Dans quel état psychologique peut être ceux qui ont été évincés et écartés autour de Talon?
Je n'appelle pas de nom. Regardez-les un à un. Et bientôt, d'autres seront écartés. Ok. Je vous dis, madame, je ne veux pas appeler, sinon on va parler de harcèlement par voie électronique. Écoutez, mais vous connaissez déjà. Nous avons des partis solides, il y a loupé le Congo. Aucun parti n'est solide. Aucun parti n'est solide. Aucun. Aucun. Ce n'est pas des partis politiques, c'est des formations politiques fantoches. C'est différent de partis politiques. Les partis politiques qui existent dans ce pays, je vais vous le dire, ça n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Mais vous êtes sur la même liste que des partis enregistrés officiellement au Bénin. Oh, madame, l'enregistrement de Restaurer l'Espoir est juste une tactique. Nous n'en faisons rien. Et un parti politique, quand il y a une dictature, n'a aucune valeur. C'est une dictature, mais vous avez la latitude de vous exprimer. S'exprimer ne veut pas dire qu'il y a démocratie. Talon lui-même dit qu'il réduit la liberté. La dictature, c'est la réduction des libertés. Définition terre à terre. La dictature, c'est le Parlement monocolore. Tenir sa légitimité de Parlement monocolore, c'est une dictature. Vous ne pouvez pas provenir d'un Parlement monocolore et dire que vous avez une dictature. C'est le discours de Talon. Talon dit quoi à la démocratie? C'est faux. Il dit quoi aux élections? Talon n'a organisé aucune élection qui remplit les critères d'élection libre, transparente et inclusive. Aucune. Donc, il utilise des mots. Mais, puisque les gens ne sont pas attentifs sur les mots, les gens font des concessions, la paresse sur les concepts. Et quand vous faites une paresse sur les concepts, vous n'avez plus d'aptitude pour parler des faits, des choses et de la réalité. La preuve, on dit, Rukia, ils sont arrêtés, et ils sont arrêtés pour des faits de droit commun, que ce n'est pas des faits politiques. Ça, c'est un grief. Je ne pardonne pas cela à ceux qui sont allés négocier avec Patrice Talon. C'est faux. Tout le monde sait que c'est des suites d'un événement politique qui sont arrivés à ça. Comment aller m'asseoir devant Talon et croire que ce que Talon dit fait politique, moi je vais accepter avant de me lever? Non. Mais les gens vont accepter, sont allés jusqu'à l'embrasser. Certains vont dire qu'ils travaillent. Regardez une autre connerie. Talon réunit les gens au palais. Et ce qui est grave, Yaïboni est assis. Moundete est assis. Noureno Achade est assis. Akossi est assis. Et Talon les regarde droit dans les yeux. Et dit, moi Patrice Talon, je n'ai fait aucune modification concernant la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle telle qu'elle est depuis 90. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que je fais. Madame, ces messieurs n'ont pas pris la parole pour dire à Patrice Talon, mais non, tu dérailles, monsieur le président. Même si tu ne peux pas employer le mot dérailler, mais il faut trouver un mot qui convient pour dire, mais monsieur le président, vous êtes dans le décor. Si moi j'étais là, j'allais lui dire, vous êtes dans le décor, monsieur le président. Pourquoi Talon fait de la rhétorique. Autant, il est vrai qu'il n'a pas touché à la modification de la Cour constitutionnelle. Mais madame, il a exclu en amont tout le monde. En excluant en amont tout le monde, il fait un Parlement monocolore. Et le Parlement monocolore doit désigner 4 personnes dans la Cour constitutionnelle et lui doit désigner 3. Le Parlement étant monocolore, sa couleur étant sa couleur, les 7 personnes sont de la même couleur. Cette Cour constitutionnelle est illégitime et frauduleuse. C'est ce principe-là, ce débat technique profond, politique, que Yaïboni, Achade, Noureno, Moundete devaient faire. Mais on ne peut pas conduire un peuple en fermant les yeux, en étant incapable de gagner la bataille des concepts. La première bataille d'un leader, c'est la bataille lexicale. Un leader, dans un débat, doit tout faire pour gagner la bataille lexicale. Les mots, le sens des mots. Si vous perdez cette bataille, vous serez comme ça. La preuve. Moundete prend la parole, les autres sont dans les vapes. Et puis, Moundete prend la parole, qu'est-ce que lui a fait? Il dit non. La Cour constitutionnelle dont vous demande là, non, vous enlevez un représentant dedans et vous prenez un des nôtres dedans. Parce que l'opposition doit être dedans. Écoutez, Patrice Talon, il a bu son petit lait, il riait, il sirotait. Il a dit, mais non, écoutez, comment on appelle ça? Comment on appelle ce que vous me demandez? C'est-à-dire enlever quelqu'un et remplacer par vous là. Comment on appelle ça? Je ne ferai pas. Mais il a raison. Parce que ceux qui sont en face là sont incapables d'un débat de fond, d'un débat de principe. Or, sur les débats de principe, Talon ne peut tenir aucun débat de principe. Dites-lui de faire débat avec moi. Sur tous les sujets qu'il veut. Et inviter, il n'a qu'à inviter les presses qu'il veut. Il peut inviter Jeune Afrique, il peut inviter Vieille Afrique, il peut inviter Afrique adulte ou Afrique femme ou jeune. Il peut inviter toutes les Afriques, toutes tendances confondues. Il vient et il choisit ses sujets. Il s'agit de ces sujets. Et je voudrais qu'il ne m'informe même pas qu'à 10 minutes du débat, je viens m'asseoir. Il ne peut pas, il va se lever, il va fuir. Il ne peut pas. Et je ne vois pas beaucoup dans son camp qu'il peut faire. Il ne peut faire que des débats faux et tirer des conclusions fausses. Et imposer ça à tout le monde. Injurer les gens, aller dire à des gens comme nous d'aller faire congrès la nuit et d'amener le débat. C'est passagers de marché ou bien appel d'offres. Un congrès. Alors que des gens sont en matérie, Kagounou, ils vont venir faire un congrès. Et ça là, j'ai trouvé des gens dans la presse, des gens dans l'opinion qui disent qu'ils sont incapables de faire mise en conformité. Ils sont incapables de faire mise en. Maintenant, nous sommes incapables, non. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de parler? Pourquoi Djogounou ne fait pas campagne? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi? La campagne n'a pas encore commencé. Ah bon? Il n'a qu'à se lever et dire qu'il est candidat. Qu'est-ce qui va lui arriver?
Je ne sais pas. Mais il n'a qu'à dire, vous allez voir ce qui va arriver. Donc pour lui, donc pour vous, il Mais peut pas le président dit qu'il s'en va, et pourquoi ses partisans ne doivent pas exprimer? Qu'est-ce qu'il Il n'a qu'à exprimer, non? Pourquoi il n'exprime pas? Qu'est-ce qui le disqualifie? Rien ne le disqualifie. Mais j'ai dit, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire. Et quiconque parmi eux, excusez-moi la grossièreté de mes propos, quiconque parmi eux a les couilles, a les testicules, n'a qu'à faire. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où Talon a dit, moi, Patrice Talon, j'attendrai. Jeune Afrique, non, Talon a dit la réponse dans Jeune Afrique. Pourquoi il a répondu non? Il va attendre le plus longtemps possible pour ne pas perturber. C'est ça les réformes. C'est à ce à quoi les réformes ont abouti. Ce ne sont pas des réformes. C'est du faux. C'est du dol. C'est de la tricherie. Ce n'est pas des réformes. Écoutez, vous qui êtes dans la politique, M. Ouimbo, depuis près de 25 ans, 30 ans que moi je vous connais, dans cette politique, madame, vous qui avez traîné votre profession partout, en Europe, même en Ukraine, vous êtes parti jusqu'en Ukraine. Et c'est comme ça que ça se passe. Je vous ai vu en Ukraine avec Vladimir ou quelque chose qui s'appelle là, l'autre qui veut faire la guerre toujours là. Je vous ai vu, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas sérieux. On n'a pas de réforme. On n'a rien. Et quand c'est comme ça, ne demandez pas à quelqu'un comme moi d'aller jouer au fait-valoir. Je ne jouerai pas au fait-valoir. Le peuple a un problème aujourd'hui, c'est que ces dirigeants, certains de ces dirigeants ne sont pas à la hauteur. Et le système de la rupture a compris cela et les divertit. On ne poursuit pas plusieurs lèvres à la fois. Quand vous voulez défendre l'intérêt général, vous n'allez plus défendre les intérêts particuliers. Allez s'asseoir, prendre les pédiums de députés, prendre les avantages et autres là-dessus là, et venir. Vous ne pouvez pas. Il faut marquer ce système sur les principes. Il ne peut pas faire les principes. Quand on dit mais que Talon fait développement, il fait tout ça, il ne fait rien. Quelqu'un m'a dit il fait Vodou Déis. Vodou Déis, c'est le prérogative de l'État. Ce n'est pas pour l'État. Et personne n'a développé un peuple avec le folklore. C'est du folklore? C'est du folklore. Le Vodou Déis, c'est du folklore. Vous êtes inspecteur, vous êtes descendant d'inspecteur des cultes de Ouagadougou. Je dis que c'est du folklore. Cette mise en lumière du Bénin sur... C'est du folklore. C'est du folklore. Les peuples se développent sur la spiritualité et la culture. Ce n'est pas du folklore. C'est pas sur du folklore qu'on se développe. Le folklore développe les peuples qui veulent vous asservir. En faisant du folklore, vous faites du tourisme folklorique qui n'est pas identique. Vous ne vous appuyez pas sur ça pour développer. Pas du tout, c'est du folklore. Et le Vodou Déis n'est pas une affaire de la République. Ça doit être une affaire des royautés. Et surtout des royautés fonds. C'est le roi d'Abomey. On doit retourner le Vodou Déis au roi d'Abomey, qui va lui donner un autre nom. C'est aussi le Nord, c'est... Le Vodou Déis n'est pas du Nord. Le Tofa, précisément, je ne vais pas rentrer dans leur concept de Vodou Déis. Leur concept de Vodou Déis même est un concept bâtard. Je parle de Tofa. Le Tofa n'est pas du Nord. Le Tofa est inscrit dans le royaume d'Abomey. C'est une propriété du roi d'Abomey. On retourne le Tofa au roi d'Abomey. Point barre. Mais si on veut créer une cohésion du Nord au Sud, il faudrait bien que ce soit sur le... On ne fera pas une cohésion comme ça. Cette cohésion n'existe pas. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et vous allez voir, tout ce qu'on a mis dans ces... Les gens sont en train de faire de la tricherie. Vous voyez jusqu'où la tricherie les a amenés à des interprétations polysémiques de ce qu'ils appellent Fouyakou. Ce qu'ils appellent Fouyakou. À des interprétations polysémiques. Ce n'est pas de mes prérogatives. Mais sachez quelque chose. À Abomey, un enfant qui sort des cuisses de sa mère, et pour quitter sa mère et rentrer dans le cercle des grands frères, il commence par être initié. Et nous connaissons. Personne ne peut tromper un fils d'Abomey avec les signes sacrés du phare. Ça a été mal interprété? Si je vous disais, ils vont dire que chacun a son interprétation. Je me suis refusé de marcher dans le domaine des prêtres consacrés d'Abomey. Je respecte ces prêtres. Hors micro, les prêtres et moi, nous savons ce qui est sorti là. Nous savons ce que ça veut dire. Et ça augure de bonnes choses? Vous voulez tout que je vous dise? Quelques mots. Mais le fou, le Yakou, demandez. Moi, j'ai dit, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Je connais, mais par rapport aux interdits initiatiques, il n'est pas de mon ressort de venir devant le public et de désavouer un prêtre phare aussi ou ça. Nous aurons des occasions où nous allons nous dire, ça là, ce n'est pas bon. Vous savez, les médecins, entre eux, quand il y a des erreurs médicales, pour la protection de la profession, on ne va pas sur tous les toits pour dire il a césarisé sur le 3e centimètre alors qu'il devait faire ça sur le 7e centimètre. Mais sachez, ce qui se passe là n'est pas bien. Donc pour vous aujourd'hui, la solution c'est le dialogue national. Si Patrice Talon vous appelait à un dialogue national demain, vous serez prêt à y aller? Mais pourquoi je n'irai pas à un dialogue national? Mais le but de la résistance, les gens ne comprennent pas. Le but ultime de la résistance, c'est la réconciliation, c'est le dialogue politique national. C'est ça le but. C'est le but suprême et le but ultime. C'est ça. Dialogue ou assise? Ce n'est pas question d'assise. Je parle de dialogue national inclusif, DNI, qui est différent du dialogue politique inclusif. Le dialogue politique est circonscrit aux hommes politiques. Le dialogue national intègre toutes les forces vives de la nation.
On ne vient pas discuter du mandat de Talon qui n'existe même plus. C'est une conférence nationale? Non, justement. La conférence nationale est un autre format. La conférence nationale est un autre format. C'est pour en découdre avec le PRPB dans le sillage de l'effondrement du mur de Berlin et du triomphe du capitalisme libéral et de la chute du communisme. Il faut un nouvel ordre mondial dominé par le néolibéralisme. Et dans ce contexte, la conférence nationale s'intègre de manière fondamentale. Ce n'est pas un avis. C'est ça la question fondamentale de la conférence nationale. Mais ici, c'est un dialogue national inclusif pour réinitialiser ce que Talon a désorganisé. Parce que si on ne le faisait pas, on n'aura jamais d'équilibre. Et tout ce qu'on va vous dire, c'est un mensonge. Sur le développement aujourd'hui, il y a un mensonge. Sur les crédits, les emprunts obligataires, c'est l'endettement du Bénin. C'est une catastrophe. On va dire, les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, tout ça là, c'est des marketeurs. C'est des marketing. C'est tout. La réalité, le développement doit se poser sur des bases que tout le monde connaît. Et on connaît le potentiel financier, économique du Bénin. On connaît. Et on connaît qui est assis sur les sources de ressources et de recettes du pays. La douane est privatisée. Même si on vous dit que ce n'est pas privatisé, c'est dans les faits, la douane est privatisée. Quel est ce contrat qu'on fait sur des années avec une société privée qui se substitue à la douane? Quel est ce libéralisme dans lequel on contraint les gens à ne pas vivre, à ne pas vendre librement leurs choses? Mais nous sommes dans un désordre. Quand on parle même de phare et de tout ça, mais où est-ce qu'on met les chefferies? Vous parlez d'Olivier, il a appris dernièrement. Dans le pétrin, vous avez dit que quand un ami, bon pas un ami, quand quelqu'un est dans le pétrin, par votre déclaration, un frère est dans le pétrin, il faut aller à son secours. Olivier, il est condamné à 20 ans pour complot contre l'autorité de l'État, avec l'ancien ministre des Sports. Vous avez appris tout ça là. C'est un frère. Qu'est-ce que vous faites pour aller le sauver de ce pétrin? Écoutez, vous devez me rendre un témoignage. Lorsque l'affaire Omeki Bokor Talon, parce qu'il faut mettre les trois noms ensemble, l'affaire Bokor Omeki Talon a commencé dans ce pays, l'homme politique qui a réagi, qui a pris fait et cause pour Bokor Olivier. C'est moi, non? Vous l'avez appelé? À quand remontent vos derniers rapports, vos derniers contacts? Je n'ai pas besoin d'appeler un ami, ou un frère du moins, avant d'aller au secours d'un frère. Lorsqu'un frère est dans une difficulté, vous n'avez pas à l'appeler. Lorsque l'incendie prend la maison de votre frère, vous n'avez pas à lui dire, non. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et ce qui est en mon pouvoir, je l'ai fait. J'ai dénoncé d'abord la déclaration du procureur. Et les gens ne lisent pas. La déclaration du procureur pêche sur ce qu'on appelle la modalité. Parce qu'il a utilisé une expression, je suis sûr, parce que je connais Métonou. C'est Métonou, il s'appelle, non? Le procureur. Le procureur spécial de Criette. Il est très intelligent. Quand il était à l'université, il parle de ma promotion, hein, c'est les jeunes qui sont venus après nous. Mais il est très intelligent, très pointu. Mais je n'ai pas compris pourquoi il a utilisé il apparaît que, au lieu de il paraît que. Les deux expressions ne sont pas les mêmes. Dans une analyse de la modalité rhétorique pure, lorsqu'il dit il apparaît que, il est dans la certitude, il est dans l'affirmation. Mais lorsqu'il dit il paraît que, il est dans le doute. Même dans ce doute, il peut déclencher une enquête préliminaire, une enquête chose là. Mais il dit il apparaît que. C'est l'instant précis où il a dit ça. Et que les paragraphes qui ont suivi, il a dit on a promis, et que c'est à l'occasion de la promesse de remettre l'argent qu'ils ont été arrêtés, que j'ai dit que ça là, c'est pas clair. Et lorsque le discours n'est pas clair, ce dont pas le discours est douteux. Et lorsque c'est douteux, il faut se lever pour chercher s'il n'y a pas une injustice. Et c'est ça. Lorsque j'ai observé ça, que j'ai dit tiens, ça ne va pas. Mon cher ami, par la suite, qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez observé que NCA, il y a eu polémique, NCA a dit bon, c'est pas tel jour, c'est pas telle date. Par la suite, il n'y a qu'un seul témoin, le colonel. Et par la suite, y a-t-il eu procès dans les formes prévues par le code? Et par la suite, ceux qui ne suivent pas l'actualité. Au moment où tout ça là était là, vous avez vu que les gens n'ont pas fait une déposition. Vous avez vu que Talon même n'a pas été interpellé. Vous avez vu que Talon n'a même pas été cité comme témoin. Oui, il fallait qu'il soit interpellé. Qui doit le faire? Ce n'est pas moi. C'est l'office du tribunal qui doit faire ça. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Mais j'observe. Il n'a pas été. Mais vous n'avez pas appris qu'il y a eu des déclarations concordantes successives qui n'ont pas été démenties jusqu'à aujourd'hui, qui font état de ce que c'est lorsqu'il a appelé Bokor et que Bokor se dirigeait vers lui, à quelques encablures de sa maison, Bokor a été arrêté. Vous n'avez pas entendu tout ça? Ça ne suffit pas pour qu'il soit interpellé. Vous n'avez pas vu le procès, le déroulement? Il n'y a pas eu de déposition, il n'y a pas eu d'assistance. Donc tout ça là, et observez très bien, dès que le procès a été ouvert,
je n'ai plus fait de déclaration. Et je n'ai fait d'intervention que sur les choses qui sont tombées dans le domaine public par une autorité judiciaire ou par le procureur. Sur ce qui n'est pas tombé dans le domaine public, je n'interviens pas. Et c'est seulement lorsque le procès a semblé fini et qu'on a distribué les peines qui sont comme des standards que j'ai compris que tout était flou. Et ma dernière publication, j'ai dit qu'il s'agit d'un hameçonnage rondement mené. Et j'ai posé la question que ça vaut combien d'étoiles de général? C'est tout. Moi, je n'ai plus rien dit. Mais le président de la République s'est exprimé sur la question dans la presse étrangère et a dit qu'il a attendu en vain des excuses et des regrets de la part de son ami Olivier Bokor. À quel moment? Il veut des excuses avant procès, pendant procès ou après procès? Écoutez, je suis un homme politique public. Il y a des choses dont je suis au courant, je ne veux pas vous dire. Je ne vais pas dire ici. Mon but n'est pas d'enflammer la République. Mais lorsqu'un dossier est clos par un tribunal, un chef d'État ne peut pas faire une interview sur ce dossier-là comme Talon l'a fait. S'il a fait une interview de ce genre, tous les spécialistes du discours vont vous dire c'est qu'il sent le besoin, il constate que le doute persiste, le flou persiste. Autour de quoi? Autour du procès, de l'affaire et de tout. Parce qu'on n'invite pas un sujet, on n'invite pas un sujet dans un débat si le sujet ne fait pas l'objet de flou et de doute. C'est une technique rhétorique. Si vous invitez un sujet, c'est que vous semblez que vous êtes convaincu que ce sujet n'est pas clair, il y a du doute là-dessus, les gens n'ont pas compris. Mais c'est aussi une affaire d'État, c'est une grosse affaire. Une grosse affaire qui a mobilisé l'attention des présidents d'institutions. Attendez, c'est Jeune Afrique qui est le médiateur de l'État? Jeune Afrique qui est le médiateur de l'État. Vous savez qui est Jeune Afrique? Vous savez comment on fait les interviews avec Jeune Afrique? Ce n'est pas de la philanthropie, c'est du service commercial. C'est du service commercial. Et lorsqu'on est chef d'État à ce niveau, Jeune Afrique, c'est du service commercial. Vous prenez même tous les questionnaires de Jeune Afrique. Moi, je sais lire entre les lignes. Revenons à vos questions. Vous posez quelle question? Oui, que les institutions de la République ont sorti un communiqué pour appuyer ma consoeur qui dit que c'est une affaire assez grave. Vous avez lu le communiqué qui a été authentifié par le président de l'Association des médias. Edouard Leco est dans la gaffe. Il a gaffé grave. Si j'étais parmi les jeunes, je vais dire qu'il a gaffé mal. Mais lui, là, il est officier d'état civil. Edouard Leco, là, il est officier d'état civil. Il est président de la RAC. Est-ce qu'il est officier d'état civil? Est-ce qu'il est police judiciaire? Est-ce qu'il est auxiliaire de justice assermenté? Est-ce qu'il est police judiciaire? Il est qui? Il est le certificateur de l'État. C'est son rôle. Authentification de documents, lui là. Lui là, c'est de la gaffe. Mais il a déconné. Il faut interdire ces choses-là. Il faut que ces personnes-là, il faut leur interdire de faire des choses comme ça. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité, il n'a aucune prérogative de certification, d'authentification d'aucun document de la République. D'autant plus que, s'il vous plaît, ceux dont on a nié les noms n'ont pas apporté leur nom, prénom et signature. C'est grave. C'est grave. La République, ce n'est pas la maison de Leco, ce n'est pas la maison de Talon. Talon n'est pas propriétaire de la République, Talon n'est pas la République. Il est un citoyen à qui on a confié la République pour un temps. On n'a pas confié la République à Talon avec les lois de Talon. On a confié la République à Talon avec les lois de la République et du peuple. C'est un désordre. Les institutions font partie de l'État? Les institutions font partie de l'État. Parfaitement. Mais les personnes, encore il y a une chose, les institutions sont des créations de l'État. Mais les personnes qui les occupent, ils émanent de quelle autorité? Donnez-moi l'autorité. Ils demandent de l'autorité qui les a nommés. C'est ça. Celui qui les a nommés vient de quelle légitimité? Du peuple. Talon vient du peuple. Il a été élu en 2016. Vous étiez de la campagne. C'est le mandat de 2016 qu'il occupe maintenant. En 2000. Attendez, c'est le mandat de 2016. Il n'utilise plus le mandat de 2016. Il utilise un deuxième quinquennat illégitime. Parce que venant d'un parlement illégitime partial, la partialité 100% de ce parlement vide Talon de toute légitimité. Il a légitimité zéro. Talon n'est pas légitime. Et toute personne ne veut pas Talon n'est pas une autorité légitime. Et les pouvoirs qu'ils exercent, ayant un défaut de légitimité, sont des pouvoirs de fait. On appelle ça pouvoir de fait. Talon est un président de fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vide de l'État. Il est un président de fait. Quand on dit que quelqu'un est un président de fait, une autorité de fait, la personne est illégitime. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? Je ne suis pas dans le déni. Celui qui dit la réalité n'est pas dans le déni. C'est Talon et la rupture qui sont dans le déni. Parce qu'ils profitent, ils travaillent, ils s'acoquinent avec des gens par la compromission. Par la compromission. Écoutez, les présidents d'institutions qui osent écrire, qui se mettent du côté du chef de l'État. Dans quel pays? Le président de la Cour constitutionnelle, c'est son rôle. Le président de la Cour suprême, c'est leur rôle. C'est des juridictions.
À la limite, ils peuvent laisser les autres là faire. C'est des juridictions qui peuvent être amenées à connaître des dossiers qu'on pense être clos aujourd'hui. Les dossiers que vous pensez qui sont des dossiers clos peuvent être réouverts à tout moment en cas d'éléments nouveaux. C'est pour ça que le juge, le responsable d'une institution juridictionnelle doit avoir de retenue, d'obligation de réserve. Lorsqu'il prend des engagements comme ça, c'est dangereux pour eux, même pour la République. Je n'ai rien contre personne, mais je raisonne factuel. Et je dis, je suis contre. La République existe avant Talon, existe avant tout cela. On ne fait pas ça. Même dans la nuit sombre du PAPB, on n'a pas fait ça. Il y a des organes pour le faire. Il y a des organes pour le faire. Les présidents d'institutions ne doivent pas le faire. Et même si par hasard, certains sont enfermés dans la redevabilité et qui doivent le faire, les institutions juridictionnelles, constitutionnelles et des juridictionnelles fondamentales, comme la Cour suprême, ne peuvent pas le faire. Ne peuvent pas le faire parce qu'ils peuvent être saisis des dérives, des conséquences collatérales de la même affaire. Écoutez, lorsque quelqu'un, un prévenu ou bien un prisonnier, a des problèmes de santé, des conditions carcérales difficiles, qui va parler des questions de droits de l'homme? Celui qui va parler des questions de droits de l'homme, la personne est déjà d'un côté. Quelle crédibilité? La République, ce n'est pas ça. La République est codifiée. C'est dommage. Pour l'instant, les lois sont en place. Nous aurons l'élection, les candidatures seront retenues d'ici quelques mois, en octobre, pour la présidentielle de 2026. Il y aura les élections générales l'an prochain. Vous êtes toujours dans la résistance nationale. Le parti Restaurer l'Espoir, est-ce qu'il participera aux élections générales de 2026? Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence en politique. Parce que l'homme politique doit être un homme crédible. Et la crédibilité est inscrite dans la confiance publique. On ne candidate pas contre une dictature. Mais il y a un problème. Il y a une loi actuellement qui a été votée pour réorganiser les royaumes et les chefferies. Vous trouvez? Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Le débat sur les chefferies est faussé. On peut dire que oui, il y a quelque chose qui est fait. Mais c'est faussé. Donc pour vous, c'est un point positif quand même, c'est ça? Écoutez, je vais vous dire quelque chose, je ne veux pas me faire de la peine. C'est quelque chose déjà de reconnaître que les chefferies représentent quelque chose de fondamental et de principal dans le pays. Mais il faut avoir le courage d'aborder la question. L'Occident, le blanc, le colon, quand il est venu, il a pris le pouvoir chez qui? Il a pris le pouvoir des mains de nos chefferies. Personne n'a pris le pouvoir des mains de citadins comme ça et autres là. Le colon a pris le pouvoir chez des chefs traditionnels. Mais tous ces chefs traditionnels, madame, ont été exilés, tués, embastillés, désorganisés, rendus muets. Et l'indépendance, pour retourner le pouvoir, on ne lui a pas retourné le pouvoir. Donc la question de l'indépendance même doit être interrogée avant de parler de la question des chefferies. Mais nos chefs, ce qu'on a dit le roi, nos chefs et autres là, mais on les malmène. On écrit des choses, on dit toi tu deviens chef. Même les endroits même où ils n'ont jamais connu de chef, on dit toi tu deviens chef. Les endroits où c'est pas ça. Il faut interroger, il faut inviter, interroger la question même de l'indépendance par rapport à ce qui était. Je vais vous donner un exemple. Au Maroc, quand ils ont arraché le pouvoir, pour retourner le pouvoir, on a retourné au roi marocain, à la chefferie marocaine. Même en Libye, avant que Kadhafi ne vienne et tout ça là, on a retourné aux royautés. Mais dans nos zones en Afrique, on a retourné le pouvoir à qui? Le pouvoir devait, il faut questionner cela et faire une autre lecture de la notion de chefferie par rapport à notre sociologie. Mais au Bénin, on est dans une république. La République est venue, la République est factuelle, c'est une réalité, je n'en disconviens pas. Mais la diffusion du pouvoir au sein de cette République doit interroger la dépossession des royautés et des chefferies. On doit interroger, sinon on fait un replâtrage. C'est ce que j'appelle le replâtrage de l'histoire. L'histoire doit être une interrogation. On doit chercher les liens, les codes autour desquels on va attacher d'autres. Dans une installation électrique, on n'attache pas la corde bleue à la corde noire. Non, chaque corde a sa couleur. C'est pour ça que la loi sur la chefferie, telle que ça se présente aujourd'hui, je dis, mais quelque chose est là. Mais nous ne devons pas faire, nous devons parler. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a même en France, même en Italie. Pourquoi le Vatican a été isolé au cœur de l'Italie? Pourquoi la principauté de Monaco a été isolée au cœur de la France? La question des Balkans et des petits découpages et tout là, qui ont amené des guerres, les accords de Westphalie, tout ça là, qui traînent toujours avec les histoires actuelles que nous avons. Mais pourquoi? Nous devons tirer leçon de ce qui se passe ailleurs et régler des problèmes. Personne n'a pris le pouvoir des mains d'une république.
Le colonisateur n'a pas pris le pouvoir des mains d'une république. Le colonisateur a pris le pouvoir chez des chefs, des rois. Donc, une fois que par le fait de l'histoire, on est venu à la République, si on veut faire une relecture du pouvoir, on ne doit pas réduire les rois à des ONG. Des chefferies à des ONG, c'est des ONG qui sont sous l'autorité, qui peuvent être malmenés à tout moment par les préfets. Lisez les textes. Ils n'ont pas plus que les ONG. Et cela est grave. Les rois, nos chefferies ne peuvent pas être des ONG. C'est des chefferies qui détiennent, qui ont une légitimité traditionnelle. Parce que détenteurs des cultes et une influence socio-anthropologique sur les citoyens béninois. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire leur octroyer des pouvoirs sur leur territoire? On discute, on questionne l'histoire, on questionne les indépendances, on questionne ce qui s'est passé. On questionne. On ne fabrique pas une république. Mais d'abord, c'est ça qui constitue l'État de l'Afrique. C'est ça qui constitue nos réels États. Jusqu'aux langues, à la communication, à la culture, à tout, au culte, à la spiritualité, à tout. On a du travail, on a du pain sur la planche. C'est déjà, cette affaire-là, sur les chefferies, moi je l'ai abordée quand j'étais au Parlement, il y a très longtemps, avec un député qui avait ce travail-là, qui était très acharné là-dessus, Chabisika, Karim Chabisika. Nous avions travaillé sérieusement là-dessus. Nous avions travaillé sérieusement là-dessus. Et nous, ce n'est pas dans ce sens qu'on organisait les choses, dans un sens où nos chefferies doivent être des pouvoirs reconnus, de manière à ce qu'ils soient des pouvoirs effectifs, mais qui n'ont pas, en essayant de limiter, de réduire les interfaces, qui peuvent faire des litiges avec le pouvoir moderne. Le pouvoir de la marina est un pouvoir moderne. Le pouvoir de la chefferie, d'un roi d'Abomey, du roi Tofa, de choses là, du roi, parce qu'aujourd'hui il y a des rois partout. Non. On ne peut pas avoir de roi partout, parce qu'il n'y avait pas de roi partout. Donc, on voit ceux qui ont été dépossédés par le colon, on le sait. Les documents existent, les archives existent. Nous, on les a. Et on voit, on fait la part des choses. Vous allez voir que le développement du pays, la paix, la cohésion, les choses vont se passer d'une autre manière. Vous n'allez pas voir Patrice Talon venir s'asseoir et dire, mais écoutez, vous allez souffrir, mais vous ne pouvez rien. Il ne pourra pas dire ça. Parce qu'on va lui dire, le discours public du chef n'est pas ça. Et il doit être adoubé par des réseaux du pouvoir endogène, sociologique et réel. Il ne pourra pas le faire. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui dit oui, l'enfant qui est grand peut désobéir à son père. Vous avez entendu des problèmes, des discours comme ça? L'enfant qui est grand peut s'opposer à ce que son père va dire. C'est grave. C'est grave. C'est grave, madame. Et quels seront, selon votre conception, et ce que vous avez conçu dans le temps, c'est quoi les rapports entre le pouvoir central et ses pouvoirs traditionnels? Ça s'arrête où? Pour la marina commence où? Si je me mettais à vous expliquer des choses, on perdra tout le temps ici. Mais je vous dis qu'il doit y avoir la reconnaissance de l'histoire de dépossession. Celui qui est dépossédé, on doit lui retourner ce dont on l'a dépossédé. Vous dépossédez mes ancêtres. Mais vous ne me remettez plus le pouvoir. Vous remettez le pouvoir à d'autres que vous avez fabriqués, qui sont extravertis. Et c'est à ces extravertis que vous appelez des assimilés à votre culture. C'est à ceux-là que vous remettez le pouvoir. Mais nous attendons le pouvoir. Et si nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes clochardisés. Regardez les choses là. C'est l'État aujourd'hui qui dit réhabilitation de tel palais. Réhabilitation de tel palais. Regardez l'état dans lequel nos rois et autres l'habitent. Alors qu'on pouvait, comme dans d'autres pays, on pouvait faire la part des choses. Tout en étant un État moderne, mais pluriel et composite, dans lequel chaque structure est réhabilitée et a son rôle. Cela n'empêche pas que nous ayons la République moderne et autres là. Cela n'empêche pas. Dans certains endroits, on garde la République officielle, mais on a des principautés. Par exemple, moi je rêve d'un Porte-Novo principauté. Je rêve d'un Niki ou de Choula principauté. Je rêve par exemple d'un Dahomey qui revient, qui est principauté. Mais cela ne gêne pas que nous ayons la République. Je rêve d'un fédéralisme à des endroits donnés. Mais pour permettre aux ethnies, aux micro-ethnies, aux peuples de décider. C'est ça la chefferie. Quand on va parler d'une loi sur la chefferie, on doit intégrer, on doit élargir l'horizon pour permettre que l'histoire se retrouve et qu'il y ait une réconciliation avec l'histoire. On est presque au terme de cette émission, de cette entrevue. Il y a, on va dire, une décision, un acte qui a été salué par plus d'un, mais que vous avez déploré. C'est l'audit du fichier électoral, environ 160 millions de francs CFA qui seront consacrés à cet audit-là. Ça a été demandé par l'opposition et voilà, le gouvernement a décidé de financer l'audit. Mais vous trouvez que ce n'est pas positif?
Je vais vous parler aussi franchement, madame, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça a été confié à une personnalité quand même qui fait l'unanimité. C'est du pipeau. C'est une diversion. Écoutez, chers amis, reprenons les choses chronologiquement. Le problème du fichier électoral a été évoqué quand? Madame, ça a été évoqué le 27 novembre 2023. Je passe sous votre contrôle, 2023, 27 novembre 2023. Mais à la suite de quoi? À la suite des élections parodiées législatives du 8 janvier 2023. Et au cours de cette séance qui a eu lieu au Palais le 27 novembre, c'est à l'occasion de cet entretien que les gens ont posé le débat sur le fichier électoral par rapport à 2026. Vous vous souvenez, madame, au Palais? Laïboni était là et tout ça là. Mais au cours de cette séance, que Patrice Talon tombe sur, saisit au bon cette histoire de fichier et dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Même moi, Patrice Talon, je vous dis, le fichier n'a aucun problème. Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que la technicité top, tout est tout top. Mais si vous voulez, allez organiser les gens de l'opposition et autres là, les partis politiques. Et puis, si vous n'avez pas d'argent, vous, démocrates, vous ne pouvez pas cotiser. Moi, je vais donner vos irréférés. 27 novembre, le débat est né. Je connais Patrice Talon. Nous sommes entrés dans une diversion grandeur nature. Pourquoi, madame? Et pourquoi ceux qu'on appelle les démocrates ne sont pas à la hauteur de ce dont ils ambitionnent être? 27 novembre, vous posez ce débat. On vous dit, ok, on finance. Lorsqu'on a jeté le financement, ça donne l'appétit. Mais le 4 mars, le 5 mars, de 5 au 6 mars, la loi électorale n'est plus la même. Le code électoral n'est plus le même. Or, il fallait que le code électoral ne bouge pas pour que la question qui était une question qui a gêné le fichier électoral soit réglé. Maintenant qu'on les divertit, on les a distraits par le fichier, on revient sur le code, on change le code. En changeant le code, on crée un nouveau problème, une nouvelle difficulté, dans laquelle ils sont tombés bêtement comme des enfants. La difficulté des 20%, la difficulté des 15% et la difficulté des 3/5. Aujourd'hui, là, Patrice Talon dit, on ne parlera plus de cette difficulté. Mais moi, là, fichier électoral, vous voulez non? Je finance. Et vous allez voir l'irrésolution de ces messieurs du Parti Les Démocrates. Ils restent là. Ils vont voir des partis politiques, des chefs de parti. Ils disent, bon, venez. Ils sont partis. Ils veulent faire fichier, audit du fichier. Eux-mêmes ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils veulent faire un audit du fichier. Donc c'est un problème politique. Mais à l'arrivée, ils recusent, ils se déresponsabilisent, si le mot peut exister. Ils abandonnent leurs responsabilités. Ils disent maintenant qu'ils donnent ça à la société civile. C'est plus transparent. Ce n'est pas transparent. La société civile était où? C'est une affaire politique, ce n'est pas une affaire neutre. Mais est-ce que c'est les politiciens qui vont auditer? C'est les politiciens qui ont réclamé l'audit, c'est les politiciens qui vont désigner faire. Ce n'est pas la société civile qui va faire. Rien, cette société civile, vous allez voir la suite. La suite, madame, vous n'avez même plus besoin d'aller loin pour savoir la suite. Vous avez entendu les gens de la société civile quand ils étaient devant Talon? Non, nous allons travailler pour vous. Nous jurons que nous ne sommes pas politiques. Nous sommes venus pour travailler pour vous. Pendant que Talon disait quoi? Talon dit, écoutez, Talon a vidé l'affaire là, d'audit là, a vidé ça de sa substance. Et ce qu'ils vont trouver, c'est ce que Talon leur a dit. Talon dit oui, dans l'audit là, dans le fichier, voilà les problèmes qu'il y a. Il y a ceux qui sont morts et dont on n'a pas enlevé parce que nous n'avons pas l'état civil des morts. Il enlève un problème. Et c'est le plus grand problème. Il dit, il peut y avoir les questions de ventilation, de liste de postes de vote et autres là, et cela est dû à un bug. Mais ce n'est pas de mauvaise foi. Il vide le second. Il reste quoi encore? Et là, ils vont trouver quoi? Alors que on a changé. Au moment où moi je criais, déjà dès le début, 2017-2018, je parlais de Safran, je parlais de Ravip. Au premier moment, j'avais même sorti l'allégorie pour dire Ravip Dikbo. Quand il disait tout ça là, il se disait, j'ai dit tout ça. Il se taisait. Et c'est maintenant qu'ils se réveillent. Et ils refusent leur responsabilité, vont accrocher le problème à la société civile. La société civile va faire quoi? Regardez le débat des autres devant Talon. On va faire tout. Non, on travaille pour vous. Comme vous avez fait l'audit de ça, comme vous avez fait le contrôle, on travaille pour vous. On ne le fera jamais. Et Talon dit, il ne faut pas que de ça là, on dise maintenant on n'ira pas aux élections. Hein. Madame, l'audit du fichier n'est plus rien du tout. Ça n'apportera rien. Des experts internationaux qui sont sollicités. De quelle nation? Vous savez même comment ils ont... Il y a trop de contresens. Les experts qu'on va désigner, et qu'eux-mêmes ils ont dit qu'ils attendent tout avant de désigner experts. Vous n'avez pas vu qu'ils ont envoyé leur liste des experts avant d'avoir le décaissement? Vous n'avez pas appris ça? Moi, dans un débat, lorsque on va de coq à l'âne,
ou qu'on fait du faux une seule fois, moi je ne crois plus à la suite. Le débat du Bénin n'est pas le fichier électoral. Le débat du Bénin, madame, c'est le code électoral, c'est les élections inclusives. Et ce code électoral est une élection, une élection exclusive. Okay, madame, souffrez lorsque vous entendez un Rouquet Paul. Un Rouquet Paul, souffrez lorsque Rouquet Paul dit nous allons écrire au président Patrice Talon, il va nous recevoir et nous allons lui demander les parrainages pour aller souffrir. Souffrez et pleurez pour cette République. C'est ça dangereux, c'est dangereux pour une nation. Que quelqu'un qui se dit chef qui se dit de l'opposition dise je vais demander la permission au président Talon, au président de la République, pour qu'il m'autorise, c'est-à-dire pour qu'il me donne les moyens pour aller aux élections. C'est l'échec cuisant total des réformes. C'est une calamité brute. Souffrez de ça. Et souffrez enfin. Lorsqu'un journaliste international dit au chef de l'État, écoutez, est-ce que vous n'allez pas avoir candidat commun avec votre entre-griffe, votre adversaire, qui n'en est pas. Parce que Talon fait du méga Yahi. C'est-à-dire, Talon est le parachèvement de Yahi. Talon est venu achever Yahi. Le talonisme est l'achèvement, est le stade suprême du yahisme. C'est ça. Vous avez écouté l'autre là, dernièrement, Rodriguez Martin. Écoutez Rodriguez Martin, délectez-vous de ses analyses. Non. Non. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas une question du fichier électoral. Le fichier électoral, c'est du pipeau. C'est le code électoral. Et dans le code électoral, le problème ici, c'est l'inventaire des obstacles qui amènent à l'exclusion politique. Et il faut les régler pour avoir l'inclusion politique. Enfin, tant qu'il y a des blocages, tant qu'il y a l'exclusion, moi je ne participe à aucune élection. Mon parti peut participer. Les gens autour de moi peuvent participer. J'ai tenu une réunion même. Votre parti, sans vous? Un individu, le parti ne se résume pas à moi. Mais si le parti participe, c'est que vous cautionnez. Non. Je sors du parti. Ah, vous allez abandonner le parti? Bien sûr. Comme... Je me mets en marge de la République. Je me mets... Vous savez, moi j'ai travaillé un peu sur le plan universitaire avec Sénèque. Et il est mon référentiel politique et philosophique et de vie. Sénèque dit, lorsqu'il est précepteur de Néron, et qu'il a aidé Néron depuis l'âge de 14 ans, et que Néron est devenu roi puissant tout et tout, et que Rome était dans la décadence tout et tout, et que c'était invivable avec les complots, les conspirations, exactement comme ça, les conspirations de coups d'État, les conspirations de prison, les choses là. Qu'est-ce que Sénèque a fait? Il s'est retiré. C'est là où il a écrit le De Otio, ou de l'oisiveté. Le De Otio. C'est pas l'oisiveté du sage. Et il se retire pour penser sur les mots de la République et proposer des solutions pour ceux qui vont continuer. Non, moi je ne suis pas le parti, je suis un membre du parti, je suis un membre influent, je suis un leader. Mais je peux être mis en minorité. J'ai tenu une réunion tout à l'heure avec le staff de Cotonou. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Je ne veux pas vous le cacher. J'ai fini la réunion avant de venir ici. J'ai dit aux gens de Cotonou, ceux qui veulent aller aux élections, de se décider pour aller. Donc ils ont le choix? Ils ont le choix. Avec le parti? Non, pas avec le parti. Mais comment? À l'étape actuelle, pas avec le parti, parce que le parti ira au Congrès. C'est le Congrès chez nous, c'est le Congrès qui décide de l'orientation politique à la veille des élections majeures, pas des petites élections. Nous allons à une élection majeure, il y aura un Congrès qui sera annoncé d'ici peu et la décision sera prise. Mais en attendant, individuellement, ceux qui veulent aller, je leur dis, ils ont trois choix. Soit ils vont comme bon leur semble, ils démissionnent, ils s'en vont. Soit ils me le disent, ils disent où ils veulent aller, puis je peux les autoriser à aller. Ou troisièmement, ils ont le choix au Congrès, ils vont peser sur la décision collective dans le cadre d'une orientation politique. C'est tout. Mais moi, institut personnel, je n'irai pas. Parce qu'on ne combat pas, on ne va pas à une élection contre un dictateur. C'est impossible. Lorsqu'il y a la démocratie, on fait l'opposition. Parce qu'on s'oppose à un gouvernement. On ne s'oppose pas à la République. Et bien, lorsqu'il y a une dictature, on ne s'oppose pas à une dictature. On résiste aux principes et aux valeurs mises en cause, en berne par cette dictature. On réinitialise les valeurs et après on va aux élections. Parce que si vous ne faites pas ça, madame, vous serez dans les désordres. Quelqu'un se lève, il s'appelle Patrice Talon. Il dit, mais écoutez, je ne veux pas de candidat, je ne veux pas qu'on broche dans mon camp. Vous allez attendre mon mot d'ordre sur le choix du candidat. Ce qui veut dire une seule personne pèse sur deux partis. On me dit que c'est des réformes qui amènent à la puissance de l'individu sur le parti. On me dit que le but des réformes, c'est de donner de l'importance au parti. Mais c'est de l'anachronisme. Je ne veux pas employer le français de l'autre qui est devenu ministre de quoi? Anachronisme procédural sur fond de croquerie. Je ne veux pas dire ça. Mais c'est de l'anachronisme. Ça ne répond à rien. Ça ne répond à rien. C'est du faux. Donc, moi, je prends ma patience. C'est une affaire de patience, de santé et de vie. C'est une affaire d'opiniâtreté. Il faut être calme, il faut être serein. Il faut observer, espionner tout. Il faut s'informer. Il faut travailler pour que ceux qui doivent se casser se cassent. Il faut travailler pour que ceux qui doivent se renforcer se renforcent.
C'est ce qu'on fait. La rupture est en lambeaux. Nous, on a travaillé à cela. On continue de travailler à cela. Mais on va mettre à nu, dévoiler toute compromission du camp de ceux qui se disent de l'opposition. Vous me croyez, moi, je vais suivre, c'est-à-dire, je vais demander l'autorisation à Patrice Talon. C'est-à-dire, Patrice Talon va me passer, va autoriser UPBR à me donner des parrains pour que j'aille aux élections. C'est ce que vous m'avez dit ça. Vous voyez que moi, j'irai faire ça. Donc votre problème, c'est les parrainages. Bon, je vais aller aux élections là. Je vais avoir les parrains, vous, madame. Je vais les acheter. Je vais faire comme acheter Soui ou bien qui ou Sado. Ils sont plus au Parlement. C'est eux qui ou bien après ce soir a dit que est-ce qu'on connaît combien va coûter un pas. Non, je ne rentre même pas dans ces histoires là. Vous voyez, c'est tellement malsain, indécent et sale que ce n'est pas bon de dire ça. C'est sale. C'est sale. C'est tellement sale que ça va rattraper tous ceux qui sont dans ce système. Il y a des individus très intelligents dans la rupture. Il y a des gens que je connais qui ont de bons profils, mais qui sont comme ça. Il y a certains qui criaient qui étaient avec des gens. On les a nommés ambassadeurs maintenant. Ils sont éloignés. J'en connais qui criaient à un autre. Oui, c'est toi. J'en connais d'autres qui disent oui, ils vont être candidats contre Vanzemari. Il y aura vent, il y aura marée, ils ne seront pas. Et s'ils ne savent pas faire, c'est mistraité. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'embellie, il n'y a rien. Et rien n'est une lumière. Je pense que les 27 mars, chaque année, je fais cet exercice pour rappeler que c'est beau de vivre sa dignité d'homme. C'est le dernier anniversaire cette année? Bon, aussi longtemps qu'on vit, en fait, ça ne se résume pas, Patrice Talon. Non. Vous allez continuer? Je continuerai. Par célébrer je continuerai. C'est pour les plus jeunes, ce n'est pas pour moi. Pour moi. Moi, écoutez, tout le monde ne peut pas être président de la République. Et avec mon parcours, j'ai eu quand même quelques petites étoiles méritées. Je n'ai pas besoin d'être président de la République avant de dire que l'histoire retienne que j'ai fait de la politique. Moi, je suis heureux de mon parcours. Mais il faut dire aux plus jeunes, écoutez, quand vous voyez comme ça, c'est comme ça, ça finit. Quand vous voyez comme ça, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Moi, je souhaite, là où je suis, que ce que certains subissent, on subit, continuent de subir et vont subir. Parce que je n'ai aucun problème de personne avec Patrice Talon. Et j'ai dit à tout le monde, je ne resterai dans aucun schéma qui puisse attenter à sa vie, à la vie, au malheur de ses enfants, de sa femme, de son entourage. Ce n'est pas mon éducation. Je n'ai aucune haine personnelle contre lui et je n'en aurai pas. Je ne suis plus un homme des églises, mais je suis un homme de spiritualité. Et je médite pour le bien de tout le monde. Mais j'ai une haine, une aversion, une répulsion, un dégoût, une vomissure contre sa manière de gérer. Sa conception du pouvoir, son éthique de l'agir public n'est pas bien. Parce que ça va le rattraper. Ça va le rattraper. C'est pour ça que je suis contre. C'est mon combat. Et puis, j'ai été à la conférence nationale, madame. Avant d'aller à la conférence nationale, mon cher Herbert, il y a eu des sacrifices. J'ai vu des enfants tués, tombés. Paix à leur âme, à Katia Parfait, Luc Togbadia, à Poko Rémi. Toutes ces personnes sont tombées. J'ai vu des gens aller en exil, fuir le pays. Même Adrien Oumbeji a été en exil. Le président Adrien Oumbeji est venu de l'exil pour prendre part à la conférence nationale. Paix à leur âme, les Bété Bona. J'ai le père, un ami d'enfance avec qui j'ai fait l'enfance. On a fait tout dans ce Cotonou. De Ounon, le vieux de Ounon. J'ai mon parrain, le père à son âme, Michel Bamenou Toko. Tous ceux qui ont fait 9 ans de prison, 11 ans de prison. On est venu à la conférence nationale. On n'a dit plus jamais ça. On voit des gens qui, par le détour du pouvoir, osent dire que la conférence nationale est un poison pour le Bénin cette année. C'est Jacques Ayadi qui raconte des sottises de ce genre. Et Patrice Talon ne le sort pas du gouvernement, ne le sort pas de son entourage. Tout ça là est cautionné. On pense qu'on va faire la dictature. Et des gens trouvent des concepts calamiteux comme dictature du développement. C'est ça que moi, j'ai accepté. C'est mon dégoût contre ces choses. Et c'est un combat que je mènerai. Et ne croyez pas que c'est un combat solitaire. Quand je passe au niveau du peuple, je sais l'écho du peuple. C'est que j'ai refusé que les caméras traînent derrière moi lors de mes descentes. J'étais le week-end passé à un endroit, je ne veux pas dire la commune ou le département. C'était l'apothéose, j'ai les photos, j'ai les déclarations. C'était beau. Le peuple comprend. Et j'attends qu'ils désignent leur candidat. Et je serai sur le terrain. Pour le combattre? Mais je ne le connais pas, comment il va le combattre? Mais si vous ne voulez pas y prendre part, comment vous combattrez? Mais je suis un homme public. Je suis un homme public, je suis un chef de parti. Les partis animent la vie publique. Vous les appellerez à ne pas voter ou bien c'est quoi? Je ne connais pas celui-là. Mais il y aura élection en 2026, c'est ce que bon, en tout cas c'est ce que nous on pense. Hein. C'est ce que la loi dit. C'est ce qui est prévu. Oui, mais moi, je ne dis pas que la loi n'a pas prévu. La loi a prévu et ce que la loi a prévu doit se réaliser. Mais
je vous ai parlé de deux choses. L'autorité actuelle est illégitime. Donc, la légalité de ce pouvoir est une dictature. Vous savez, Hitler avait le nazisme, mais le nazisme était légal. Mussolini avait le fascisme, mais le fascisme était légal. Et l'apartheid, Peter Botha, ils avaient l'apartheid était légal, bien qu'étant chose là. Donc, c'est des situations de fait. Mais moi, je ne rentrerai pas dans leur camisole. On ne va pas me porter ce qu'on appelle les camisoles de force. Je ne rentrerai pas dedans. Ceux qui veulent rentrer dedans, y compris mes partenaires, tout ça, ils n'ont qu'à aller. Mais ils verront l'impasse. Talon même verra l'impasse. Talon verra l'impasse. La seule issue pour Talon, c'est la réconciliation, le dialogue national inclusif. Lorsqu'on parle de 2026, qu'est-ce qui va se passer qu'on ne connaît pas? Même si moi je connaissais ce que normalement, si ça, c'est pas à moi de le dire, je ne dirai pas. Mais j'attends que ça se fasse. Et j'apprécierai. Si je suis d'accord, je le dirai. Si je ne suis pas d'accord, je ne le dirai pas. Mais d'accord ou pas d'accord, il y a un projet. C'est les 3 directions d'observation stratégique. Le mode de dévolution, ce qui va se passer, il faut mettre une surveillance aiguë là-dessus. Exclusion politique, il faut voir tous les détails de ça. Deuxième chose qu'il faut observer avec précision, c'est comment dépouiller, comment ils veulent faire la refonte complète du système. Cette révision-là, comment ça va se faire? Et troisième chose, le pouvoir présidentiel là, comment on veut dépouiller ça? Et si on dépouillait ça, est-ce que ce qui est dépouillé sera rassemblé et confié avec la création d'un nouveau poste? Ou est-ce que ce qui va être créé va être diffusé au niveau d'institutions actuelles ou de nouvelles à créer? C'est ces enquêtes-là, ces réflexions qui sont des réflexions stratégiques que tout leader doit faire. Le reste, c'est de voir l'inconséquence de ce qui s'appelle opposition et les pousser à comprendre la seule voie d'issue pour elle. La seule voie, c'est le large rassemblement consensuel de tout le monde contre ce système. Et ce large rassemblement n'est pas la compromission. Et s'ils rentrent dans la compromission, ils vont couler. Et personne, moi je n'irai pas à leur secours. Je profite pour le dire. Tel qu'ils se comportent, je n'irai pas à leur secours. S'ils ne changent pas rapidement, si Talon est en train de les déstabiliser, je viendrai les achever. Mais s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à sortir de la compromission et que nous discutons pour aborder enfin le pouvoir avec classe, avec panache, avec style et pousser Talon à rentrer dans le débat des principes. C'est la faiblesse de Talon. On va le pousser à définir la démocratie. On va le pousser à définir le développement. On va le pousser à définir ce qu'on appelle les sources du développement. Et on va le pousser à savoir si en 2023, 2022-2023, il ne frôlait pas le seuil de l'insoutenabilité qui est de 55%, s'il n'était pas déjà à 54%. On va le pousser à nous dire si le Bénin, pourquoi le Bénin s'est endetté à cette hauteur et pourquoi, en quelle année le Bénin va solder si le Bénin n'empruntait plus rien. On va lui demander aussi comment peut-on faire un développement soutenable à long terme lorsqu'on ne compte que sur la fiscalité. Et que les produits du sous-sol, les grands produits, les ressources importantes, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas de compétitifs. Donc, est-ce que c'est la seule position géostratégique du Bénin qu'il faut gager entre griffes pour prendre de l'argent? Est-ce que les populations béninoises peuvent soutenir ça? Ne voyez-vous pas qu'il y a trop de morts? Que les samedis, les week-ends, il y a trop d'enterrements? Allez dans nos hôpitaux. Nous ne sommes pas en guerre. On n'est pas à Kouskou. On n'est pas au niveau de la bande de Gaza. Pour que chaque week-end, on enterre comme ça des gens. Regardez un peu quand vous allez faire des enquêtes dans les ménages. Les gens disent maintenant qu'ils mangent madrier. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on appelle madrier? On me dit amon soja. Amon soja. Fromage soja. Vous savez que c'est toxique? Allez sur tous les sites scientifiques. C'est toxique, madame. Et ça attaque la fécondité, la fertilité. En dehors des sources cancérigènes. Nous avons des problèmes qu'il faut aborder. Nous avons des problèmes dans tous les secteurs. Nous avons des problèmes. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 individus et autres, même quand Patrice Talon dit que lui ne veut pas faire la promotion de son clan familial ou politique. Écoutez, il veut désigner le président par appel d'offres ou par appel à la candidature. À qui il veut faire croire que le prochain président sera par appel à la candidature? On désigne toujours dans son clan politique ou familial. Donc, il veut nous dire qu'on va désigner un inconnu, quelqu'un que lui ne connaît pas, avec qui il n'a aucune familiarité. Mais non, sortez de ça. Il y a quelque chose qu'on nous cache. Et les autres qui se disent de l'opposition, sauf ceux qui sont dans les résolutions, qui vont demander à Patrice Talon l'autorisation d'aller aux les choses là, les autres doivent sortir et croire à la majorité du peuple.
Le peuple est majoritaire. C'est ça la question. Tout le débat sur le troisième mandat, c'était de la diversion. Moi, je vous avais dit. J'avais dit qu'il y a plus grave que le troisième mandat, c'est le mandat à vie. De qui? De celui qui est là. Lorsque quelqu'un dit, personne dans mon camp ne désirera un candidat, vous allez attendre au dernier moment, je déclaré. Vous voulez dire qu'il ne partira pas en 2026? Madame, il y a parti et ne pas parti. Chez nous, les fonds là, on dit, on donne le mouton, mais on tient la corde. Donc il va gérer par procuration, c'est ça? Mais c'est ça, tenir la corde. Mais écoutez, on va prendre, pourquoi s'acharne-t-on à prendre un dauphin? Le dauphin est redevable à celui qui lui a donné à celui qui l'a poussé à dauphin. Le système du dauphinat est un système de redevabilité, madame. Le dauphin est redevable automatiquement et obligatoirement au président qui l'a imposé comme dauphin. C'est comme ça, madame. Ça ne se passe pas toujours bien, on a vu en Angola. Parce que quand on est au pouvoir, on est plus fort que celui qui a quitté le pouvoir, par exemple. Faites attention. Nous sommes au Bénin. Si Adam de vous prendre comme dauphin, madame, je ne sais pas si je vends des secrets, je vous soumets à des rituels traditionnels, vous serez comme un zombie chaque fois que vous allez me voir. On peut conjurer. Vous allez conjurer où? Vous serez comme zombie. Si vous serez en manque, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tout est possible. Vous serez en manque. Et quand vous allez donner, vous allez dire, hey, signe là, vous allez signer rapidement. D'abord, quand vous appelle, vous allez trembler, vous rentrez en transe. C'est possible chez nous. C'est ça qu'on appelle la clochardisation. Donc, le travail de la résistance, le travail que nous sommes en train de faire au sein du parti, c'est si canaliser ces 3 points rapidement pour avoir la thérapie, le médicament, pour exorciser, pour exorciser la République. Vous savez, quand vous attendez le Covid avant de fabriquer le vaccin, vous serez en retard. Nous, on a des laboratoires, on va fabriquer et attendre la pathologie. Parce qu'il est dangereux d'avoir un président délégué à la tête de la République. Nous allons vers un président de la République délégué. Un président de la République délégué à la tête du Bénin va perdre le Bénin. Va perdre le Bénin. Parce qu'on aura la charge du président délégué et la charge du président délégataire. Parce que, imaginez, madame, ça dit, je vais vous dévoiler un peu quelque chose qui va vous faire rire. On va connaître le candidat aux élections présidentielles. Pendant que ce candidat est en train d'être investi, c'est-à-dire son dossier est en train d'être déposé, on ne connaît pas le dossier des députés. Son dossier va être déposé et c'est après qu'on va déposer le dossier des députés. Vous voyez très bien. Mais les élections des députés vont avoir lieu. Et c'est 45 jours après que lui là, on va les lire. Talon a eu 45 jours en 2021. 41 ou 45 jours. On retrouve les 41-45 jours à la fin. Ouais. Vous ne voyez pas que quelque chose va se passer pendant les 45 jours. Ce qui va se passer, est-ce que c'est la refonte complète du système? Avez-vous écouté Avanvoye Blanc? Quand Avanvoye Blanc menaçait, le 5 ou 6 mars, quand il menaçait au Parlement, pour dire ce que vous êtes en train de faire, vous allez boire. Vous vous souvenez? Vous allez boire. Est-ce que cette menace est différente de la menace de l'autre qui a parlé de rejet d'orage après le deuxième rejet de la révision de la Constitution? C'est la même chose. Madame, nous sommes dans le même registre avec les mêmes individus qui vont faire les mêmes choses parce que ça leur bâche et devant, il n'y a que des bouillons qui courent derrière les 5 millions par mois de députés, les privilèges de voyage. Si, c'est ça. C'est avec ça qu'on prend le pouvoir chez un dictateur. Un dictateur, on tombe sur lui à bras raccourcis, par les principes et par les valeurs. Parce que le dictateur ne peut jamais soutenir les principes. C'est leur propre, il ne peut pas. Ce n'est pas que dedans, il n'y a pas des intellectuels, des lettrés, des gens intelligents. Non, ils sont intelligents, ils sont propres, ils sont purs. Mais quand ils se mettent en configuration dictatoriale, c'est fini. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Quand vous leur dites mais ça, ils disent oui, mais nous faisons ça pour faire aspartage. Oui, nous faisons ça, c'est pour faire des matérialisations. Comme si personne ne peut faire ça. Moi, il y a des enfants de 6 à 7 ans qui font tout par Internet. Ils sont très forts en Internet, 6 à 7 ans. Ils sont capés en Internet. Ils ne font plus rien, ils n'écrivent même plus, ils font tout par Internet. Et c'est ça, on dit, allons faire des matérialisations. Et Maga n'a pas fait de matérialisation. Soglo fait pavé, allons faire aspartage. Quelle différence il y a entre les mots? C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que Talon a fait? Rien. Rien. On dit Glodibé. C'est Airbus qu'on fabrique là-bas ou bien F-16. Ou bien c'est les drones qu'on va lancer. Quel quoi? Emploi. Emploi. Ah bon?
c'est une esclavagisation de la main-d'œuvre nationale. Il y a une différence entre emploi et esclavagisation de la main-d'œuvre. Les esclaves dans les plantations aussi avaient d'emploi. Bon. Il y a des normes. Lorsqu'on vous soumet avec cette loi sur les grèves, sur l'emploi et autres là, c'est pas de l'embauche, c'est pas de l'emploi, c'est une esclavagisation de la main-d'œuvre. Dans un contexte de sous-emploi, les gens n'ont plus rien, ils sont obligés d'aller là-bas pour vivre. Mais il y a un problème. Il y a une loi actuellement qui a été votée pour réorganiser les royaumes et les chefferies. Vous trouvez? Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Le débat sur les chefferies est faussé. On peut dire que oui, il y a quelque chose qui est fait, mais c'est faussé. Donc pour vous, c'est un point positif quand même, c'est ça? Écoutez, je vais vous dire quelque chose, je ne veux pas me faire de la peine. C'est quelque chose déjà de reconnaître que les chefferies représentent quelque chose de fondamental et de principal dans le pays. Mais il faut avoir le courage d'aborder la question. L'Occident, le blanc, le colon, quand il est venu, il a pris le pouvoir chez qui? Il a pris le pouvoir des mains de nos chefferies. Personne n'a pris le pouvoir des mains de citadins comme ça et autres là. Le colon a pris le pouvoir chez des chefs traditionnels. Mais tous ces chefs traditionnels, madame, ont été exilés, tués, embastillés, désorganisés, rendus muets. Et l'indépendance, pour retourner le pouvoir, on ne l'a pas retourné le pouvoir. Donc la question de l'indépendance même doit être interrogée avant de parler de la question des chefferies. Mais nos chefs, ce qu'on a dit le roi, nos chefs et autres là, mais on les malmène. On écrit des choses, on dit toi tu deviens chef. Même les endroits même où ils n'ont jamais connu de chef, on dit toi tu deviens chef. Les endroits où c'est pas ça. Il faut interroger, il faut inviter, interroger la question même de l'indépendance par rapport à ce qui était. Je vais vous donner un exemple. Au Maroc, quand ils ont arraché le pouvoir, pour retourner le pouvoir, on a retourné au roi marocain, à la chefferie marocaine. Même en Libye, avant que Kadhafi ne vienne et tout ça là, on a retourné aux royautés. Mais dans nos zones en Afrique, on a retourné le pouvoir à qui? Le pouvoir devait, il faut questionner cela et faire une autre lecture de la notion de chefferie par rapport à notre sociologie. Donc, on est dans une république. La République est venue, la République est factuelle, c'est une réalité, je n'en disconviens pas. Mais la diffusion du pouvoir au sein de cette République doit interroger la dépossession des royautés et des chefferies. On doit interroger, sinon on fait un replâtrage. C'est ce que j'appelle le replâtrage de l'histoire. L'histoire doit être une interrogation, on doit chercher les liens, les codes autour desquels on va attacher d'autres. Dans une installation électrique, on n'attache pas la corde bleue à la corde noire. Non, chaque corde a sa couleur. C'est pour ça que la loi sur la chefferie, telle que ça se présente aujourd'hui, je dis, mais quelque chose est là, mais nous devons pas faire, nous devons parler. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a même en France, même en Italie. Pourquoi le Vatican a été isolé au cœur de l'Italie? Pourquoi la principauté de Monaco a été isolée au cœur de la France? La question des Balkans et des petits découpages et tout là, qui ont amené des guerres, les accords de Westphalie, tout ça là, qui amène et qui traînent toujours avec les histoires actuelles que nous avons. Mais pourquoi? Nous devons tirer leçon de ce qui se passe ailleurs et régler des problèmes. Personne n'a pris le pouvoir des mains d'une république. Le colonisateur n'a pas pris le pouvoir des mains d'une république. Le colonisateur a pris le pouvoir chez des chefs, des rois. Donc, une fois que par le fait de l'histoire, on est venu à la république, si on veut faire une relecture du pouvoir, on ne doit pas réduire les rois à des ONG. Des chefferies à des ONG, c'est des ONG qui sont sous l'autorité, qui peuvent être malmenés à tout moment par les préfets. Lisez les textes. De A à Z, ils n'ont pas plus que les ONG. Et cela est grave. Les rois, nos chefferies ne peuvent pas être des ONG. C'est des chefferies qui détiennent, qui ont une légitimité traditionnelle. Parce que détenteurs des cultes et une influence socio-anthropologique sur les citoyens béninois. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire leur octroyer des pouvoirs sur leur territoire? On discute, on questionne l'histoire, on questionne les indépendances, on questionne ce qui s'est passé. On questionne. On ne fabrique pas une république. Mais d'abord, c'est ça qui constitue l'État de l'Afrique. C'est ça qui constitue nos réels États. Jusqu'aux langues, à la communication, à la culture, à tout, au culte, à la spiritualité, à tout. On a du travail, on a du pain sur la planche. C'est déjà, cette affaire-là, sur les chefferies, moi je l'ai abordée quand j'étais au Parlement, il y a très longtemps, avec un député qui avait ce travail-là, qui était très acharné là-dessus, Chabisika, Karim Chabisika. Nous avions travaillé sérieusement là-dessus. Nous avions travaillé sérieusement là-dessus. Et nous, ce n'est pas dans ce sens. On organisait les choses dans un sens où nos chefferies doivent être des pouvoirs reconnus de manière à ce qu'ils soient des pouvoirs effectifs
mais qui n'ont pas, en essayant de limiter, de réduire les interfaces, qui peuvent faire des litiges avec le pouvoir moderne. Le pouvoir de la marina est un pouvoir moderne. Le pouvoir de la chefferie, d'un roi d'Abomey, du roi Tofa, de choses-là, du roi, parce qu'aujourd'hui il y a des rois partout. Non. On ne peut pas avoir de roi partout, parce qu'il n'y avait pas de roi partout. Donc, on voit ceux qui ont été dépossédés par le colon, on le sait. Les documents existent, les archives existent. Nous, on les a. Et on voit, on fait la part des choses. Vous allez voir que le développement du pays, la paix, la cohésion, les choses vont se passer d'une autre manière. Vous n'allez pas voir Patrice Talon venir s'asseoir et dire, mais écoutez, vous allez souffrir, mais vous ne pouvez rien. Il ne pourra pas dire ça. Parce que, on va lui dire, le discours public du chef n'est pas ça. Et il doit être adoubé par des réseaux du pouvoir endogène, sociologique et réel. Il ne pourra pas le faire. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui dit oui, l'enfant qui est grand peut désobéir à son père. Vous avez entendu des problèmes, des discours comme ça? L'enfant qui est grand peut s'opposer à ce que son père va dire. C'est grave. C'est grave. C'est grave, madame. Et quels seront, selon votre conception, et ce que vous avez conçu dans le temps, c'est quoi les rapports entre le pouvoir central et ses pouvoirs traditionnels? Ça s'arrête où? Pour la marina commence où? Si je me mettais à vous expliquer des choses, on perdra tout le temps ici. Mais je vous dis qu'il doit y avoir la reconnaissance de l'histoire de dépossession. Celui qui est dépossédé, on doit lui retourner ce dont on l'a dépossédé. Vous dépossédez mes ancêtres. Mais vous ne me remettez plus le pouvoir. Vous remettez le pouvoir à d'autres que vous avez fabriqués, qui sont extravertis. Et c'est à ces extravertis que vous appelez des assimilés à votre culture. C'est à ceux-là que vous remettez le pouvoir. Mais nous attendons le pouvoir. Et si nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes clochardisés. Regardez les choses là. C'est l'État aujourd'hui qui dit réhabilitation de tel palais. Réhabilitation de tel palais. Regardez l'état dans lequel nos rois et autres habitent. Alors qu'on pouvait, comme dans d'autres pays, on pouvait faire la part des choses. Tout en étant un État moderne, mais pluriel et composite, dans lequel chaque structure est réhabilitée et a son rôle. Cela n'empêche pas que nous ayons la République moderne et autres là. Cela n'empêche pas. Dans certains endroits, on garde la République officielle, mais on a des principautés. Par exemple, moi je rêve d'un Porte-Novo principauté. Je rêve d'un Niki ou de Choula principauté. Je rêve par exemple d'un Dahomey qui revient, qui a principauté. Mais cela ne gêne pas que nous ayons la République. Je rêve d'un fédéralisme à des endroits donnés. Mais pour permettre aux ethnies, aux micro-ethnies, au peuple de décider. C'est ça la chefferie. Quand on va parler d'une loi sur la chefferie, on doit intégrer, on doit élargir l'horizon pour permettre que l'histoire se retrouve et qu'il y ait une réconciliation avec l'histoire. On est presque au terme de cette émission, de cette entrevue. Il y a, on va dire, une décision, un acte qui a été salué par plus d'un, mais que vous avez déploré. C'est l'audit du fichier électoral, environ 160 millions de francs CFA qui seront consacrés à cet audit-là. Ça a été demandé par l'opposition et voilà, le gouvernement a décidé de financer l'audit. Mais vous trouvez que ce n'est pas positif? Je vais vous parler aussi franchement, madame, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça a été confié à une personnalité quand même qui fait l'unanimité. C'est du pipeau. C'est une diversion. Écoutez, chers amis, reprenons les choses chronologiquement. Le problème du fichier électoral a été évoqué quand? Madame, ça a été évoqué le 27 novembre 2023. Je parle sous votre contrôle, 2023, 27 novembre 2023. Mais à la suite de quoi? À la suite des élections parodiées législatives du 8 janvier 2023. Et au cours de cette séance qui a eu lieu au Palais le 27 novembre, c'est à l'occasion de cet entretien que les gens ont posé le débat sur le fichier électoral par rapport à 2026. Vous vous souvenez, madame, au Palais? Laïboni était là et tout ça là. Mais au cours de cette séance, que Patrice Talon tombe sur, saisit au bon cette histoire de fichier et dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Même moi, Patrice Talon, je vous dis, le fichier n'a aucun problème. Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que technicité, top, tout et tout top. Mais si vous voulez, allez organiser les gens de l'opposition et autres là, les partis politiques. Et puis, si vous n'avez pas d'argent, vous, démocrates, vous ne pouvez pas cotiser. Moi, je vais donner, vous irez faire. 27 novembre, le débat est né. Je connais Patrice Talon. Nous sommes entrés dans une diversion grandeur nature. Pourquoi, madame? Et pourquoi ceux qu'on appelle les démocrates ne sont pas à la hauteur de ce dont ils ambitionnent être? 27 novembre, vous posez ce débat. On vous dit, ok, on finance. Lorsqu'on a jeté le financement, ça donne l'appétit.
Mais le 4 mars, le 5 mars, de 5 au 6 mars, la loi électorale n'est plus la même. Le code électoral n'est plus le même. Or, il fallait que le code électoral ne bouge pas pour que la question qui était une question qui a gêné le fichier électoral soit réglée. Maintenant qu'on les divertit, on les a distraits par le fichier, on revient sur le code, on change le code. En changeant le code,